Bonsoir chers amis auditeurs, bienvenue sur les ondes du Terre-Terre Lorrain, bienvenue sur les ondes de RLE Radio Lorraine Enragée, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel entretien. Aujourd'hui, chers amis auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui est maintenant connu sur les réseaux, quelqu'un qui a une analyse assez particulière, assez fine des événements troubles qui frappent notre début de 21e siècle. Certains l'auront reconnu puisqu'il y aura son visage sur le visuel. Il s'agit de Francis Cousin. Monsieur Cousin, bonjour. Eh bien, écoutez, bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer parce que j'ai un principe. Ce principe, il remonte au fameux texte de Marx de 1842 sur Rabat la censure. Je n'ai pas d'ennemi humain. Mon seul ennemi, c'est le rapport social de la fétichisation marchande universelle. Et quand je rencontre un humain, je discute avec cet humain parce que j'ouvre la porte de l'infini, du savoir, de la rencontre, de la fraternité. Donc, toute pensée qui appelle à un débat est une pensée qui fait débat avec ma pensée, et donc je discute avec tout le monde. Eh bien précisément, Monsieur Cousin, c'est la raison pour laquelle nous vous avons invité, parce que nous, sur RLE, nous avons aussi ce principe. Déjà, le premier des principes, c'est que nous faisons les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, ce qui change de beaucoup aujourd'hui. Et surtout, nous invitons des gens intelligents, parce que nous n'avons pas pour coutume de nous arrêter à des étiquettes ou des slogans à t-shirt. Nous trouvons ça assez, en tout cas personnellement, je trouve ça assez réducteur et voilà, nous pensons en dehors de l'hémiplégie. En tout cas, nous avons lu plusieurs de vos ouvrages. D'ailleurs, nous faisons un petit coucou à l'ami Anthony qui se reconnaîtra, de Culture et Racines, qui est votre éditeur. Et nous allons démarrer gaiement. Avant toute chose, il faut quand même que je vous présente un petit peu, parce que certes, bon, sur les réseaux, comme j'ai dit, on vous connaît, mais tout le monde ne vous connaît pas encore. Alors je vais essayer d'être succinct, hein, vous me corrigerez si je me trompe, et de toute façon je sais d'avance que vous allez me corriger sur certains points, mais c'est pas grave. Monsieur Cousin, donc vous êtes auteur, vous êtes essayiste, philo-analyste, une sorte de décortiqueur de concepts, hein, on pourrait dire ça comme ça. Vous êtes attaché à la philosophie de Hegel, vous êtes attaché à la philosophie de Marx, des écrits de Debord. Et vous avez rédigé plusieurs essais, critique de la société de l'indistinction, être contre la voix, du spectacle fétichiste de la marchandise mondiale et de Sacrifice final. Et le dernier, Voyage au bout de la fin du capital. Donc ces deux derniers aux éditions Culture et Racines. Et alors, je vais attaquer avec une question simple, mais qui va un petit peu poser le cadre de la conversation, parce que c'est pas un débat, hein, c'est plutôt une conversation. La conversation que nous allons avoir aujourd'hui ensemble, dans le cadre de cette espèce de grand spectacle qui règne un petit peu sur nos vies modernes, dans le cadre en fait, de ces épisodes successifs là, auxquels nous avons eu droit depuis quelques années maintenant, qui en termes temporels d'ailleurs sont de plus en plus rapprochés. Il y a un mouvement, vous en parlez beaucoup donc dans ce bouquin là que j'ai sous les mains, du spectacle fétichiste de la marchandise. Il y a un mouvement sur lequel vous revenez beaucoup, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Alors, le mouvement des Gilets jaunes, maintenant, on a un peu oublié, il est passé de mode, bah, précisément parce que on vit les choses à travers le tube cathodique de la nouvelle et de nos télévisions. Donc très vite, une nouvelle en chasse l'autre. Mais il s'avère quand même qu'il y a des rebonds, si on peut dire, puisque on est encore dans cette espèce de séquence à propos des retraites, à propos de la réforme des retraites. Est-ce que, c'est ma première question, est-ce que le mouvement contre la réforme des retraites est une résurgence des gilets jaunes qu'on pensait oubliés, enfin en tout cas détruits depuis le coronavirus dont on va reparler aussi, et puis finalement qui semble revenir alors que bon, le mouvement des gilets jaunes avait démarré à propos d'une taxe contre l'augmentation de l'essence, et finalement l'essence n'a jamais été aussi, le prix de l'essence n'a jamais été aussi haut. Alors voilà, est-ce qu'on a une résurgence aujourd'hui des gilets jaunes? Alors, si vous voulez, euh, il faut sortir de la vision empirique et surfacière. Mai 68, les Gilets jaunes, le mouvement des retraites. Il faut avoir une vision ontologique. Il y a le phénomène et il y a la substance des profondeurs. Et la plupart des commentateurs, des dissidentistes de gauche, des dissidentistes de droite, restent agrippés à la surface événementielle pour
positionner les choses dans une recomposition de la politique et dans une recomposition de l'économie. Toutes les sectes capitalistes de l'ultra-droite à l'ultra-gauche veulent nous proposer une imposture, une nouvelle économie, une nouvelle politique. Et il y a une profondeur radicale qui a surgi en 1848, qui a ressurgi en 1871, qui a surgi dans la révolution russe écrasée par le capitalisme d'État bolchevique, qui a surgi dans la révolution prolétarienne de Barcelone en 1937, écrasée par la gauche du capital, complice du franquisme. Et puis, il y a les grandes profondeurs. Alors, il y a plein de groupuscules, il y a plein de chapelles qui n'ont rien compris à ce qu'est la substance historique. Nous ne sommes pas dans une décomposition universelle parce que la banque est mal gérée, parce que l'État est mal géré, parce que l'usure est excessive, parce qu'il y a du messianisme pathologique qui circule. Tout ça, ce sont des épiphénomènes. Quelque chose a surgi à la révolution néolithique de la valeur d'échange, c'est le substrat de la valorisation qui a tué les communautés et qui a fait naître la société. La France de Clovis n'est pas la France de Philippe le Bel. La France de Philippe le Bel n'est pas la France de Louis XV. Mais la révolution capitaliste de 1789, elle n'a pas surgi parce qu'à un moment donné, la mécanique est devenue folle, parce que les loges maçonniques du capital se sont comme ça, par hasard, emparées de l'espace. Tout est contenu depuis le début. Ce que nous ont appris les Grecs, ce que nous a appris Hegel et ce que nous a appris le groupe Marx Engels, parce que j'y reviendrai, vous pouvez faire de la peinture individuellement, vous pouvez faire du piano individuellement, mais vous ne pouvez pas faire de l'histoire individuellement. L'histoire est une œuvre organique, collective. Si ça vous intéresse, je vous raconterai comment j'ai rencontré l'histoire quand j'avais 15 ans dans les années 75. Je l'ai rencontré dans des groupes ouvriers révolutionnaires. Et c'est parce que c'était un travail collectif anti-narcissique qu'on bricolait pas un peu de Aristote, un peu de Heidegger, un peu de Proudhon, un peu de machin, mais qu'on a dégagé la grande vision radicale de ce que Marx, dans la Première Internationale, nous a légué contre le bolchevisme, contre la social-démocratie. C'est-à-dire qu'il y a toutes les impostures de droite et de gauche qui gardent la politique, qui gardent l'économie, qui gardent l'État, qui gardent la bourse, qui gardent le salariat et qui recomposent. Mais c'est toujours la même merde, ce que Marx appelle la merde de l'économie politique. Et il y a cette grande translation qui nous vient du Christ, qui nous vient du logos grec, qui est celle de la communauté de l'anti-quantité. L'anti-quantité, le ressurgir de la valeur. Donc, quand on parle des Gilets jaunes, il y a la petite vision étroite, sociologique, idiote. Ah ben oui, ils en avaient marre de payer des taxes. On peut se borner à ça et se dire, on va recomposer les taxes, on va faire du proudhonisme et on va améliorer la merde du capital dans un mutualisme solidaire avec une bourse du peuple, un État du peuple, une économie du peuple. C'est de l'imposture. Ça n'est rien comprendre à la réalité. Et moi, j'ai énormément suivi in vivo le mouvement des Gilets jaunes, non seulement dans les assemblées générales, mais dans la réalité profonde des carrefours. C'est ce que Marx appelle le prolétariat universel. C'est-à-dire que le capital a connu deux périodes, ce que j'explique dans le voyage au bout de la fin du capital. Il a connu une période de domination formelle. On renvoie aux Grecs, on renvoie à Aristote, on renvoie à toute cette philosophie grecque des profondeurs qui comprend que toute réalité a deux temps. Une domination formelle qui travaille à réaliser quelque chose qui n'est pas réalisé, et puis une réalité de domination réelle qui aboutit à cette domination formelle. La féodalité de Clovis n'est pas celle de Philippe le Bel, celle de Philippe le Bel n'est pas celle de la guerre de Cent Ans, puis à un moment donné, la féodalité accomplit son parcours et elle entre en décomposition. Carthage, à un moment donné, se condamne à mort. C'est pas Rome qui tue Carthage, c'est la décomposition interne de Carthage qui fait que Rome va tuer Carthage. Et c'est pas les invasions germaniques qui tuent Rome.
Rome s'est décomposée dans une rente foncière qui, à un moment donné, n'a plus la capacité de reproduire sa reproduction. Donc, le moment des Gilets jaunes, il nous indique ce que Marx appelle la domination réelle. Vous avez toute une série de clowns qui n'ont jamais lu Marx, mais qui ont prétention à faire croire qu'ils ont lu Marx. Et alors ils vous disent, oh ben Marx a écrit au 19e siècle un capitalisme libéral du 19e siècle. Ils n'ont pas lu Marx. Parce que justement, tout le travail de Marx, c'est que Marx écrit en 1868 le Capital de 2038. Marx, dans le 6e chapitre, dans le livre 3, dans le livre 4, nous explique que le Capital va se débarrasser de la bourgeoisie. En 1914, on passe d'une domination formelle à une domination réelle, on passe du capitalisme industriel au capitalisme financier, on passe de la bourgeoisie à la classe capitaliste, et on aboutit à la réalité contemporaine de la cybernétique, de l'ingénierie sociale, de la valeur d'échange autonomisée. Il y a plein de gens aujourd'hui qui vous disent « Ah, le messianisme, ah, l'ingénierie sociale ». Mais l'ingénierie sociale de quoi? De la marchandise. Le messianisme de quoi? De la marchandise. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui a été prévu par Marx dans les années 1860. Pas parce que c'est le cerveau de Marx, parce qu'il travaille avec quelqu'un qui s'appelle Marx, qui travaille avec quelqu'un qui s'appelle Engels, dans une ligue des communistes qui est aux antipodes du socialisme démocratique. Rosa Luxembourg sera assassinée par le SPD social-démocrate. Les marins révolutionnaires de Kronstadt seront assassinés par les bolcheviks. Marx est anti-bolchevique. Marx est anti-social-démocrate. Mais personne n'a lu Marx. Dans toute ma vie, j'ai rencontré 4 personnes qui avaient lu Marx. Mais j'ai rencontré plein de gens qui m'avaient dit « Ah oui, j'ai lu le Capital ». Ils avaient lu, en fin de compte, le tome 1 du livre 1. Mais tout le monde ment. C'est l'imposture narcissique de la représentation. Donc, je suis persuadé que si vous invitez des gens à votre radio, il y a plein de gens qui vous diront « Oui, Marx a dit, Marx a dit, Marx a dit ». Et ils n'ont rien lu. Ils ont lu un petit fichier Bordas périscolaire, la pensée de Marx. Et donc, oui, Marx a prévu les Gilets jaunes. Marx a prévu les Gilets jaunes. Qu'est-ce que c'est que les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, c'est le prolétariat de la domination réelle. Qu'est-ce qu'un prolétaire pour Marx? Dans le cadre de la compréhension radicale de la Ligue des communistes, c'est pas l'ouvrier sidérurgiste ou l'ouvrier minier. Ça, c'est la domination formelle, c'est avant 14. Il se passe quelque chose que Marx a théorisé dans le 6e chapitre, qui s'appelle l'usine globale. À partir de 14, tout le monde devient prolétaire. La paysannerie aujourd'hui, la paysannerie asservie à Bruxelles américain, avec la Pax, avec le tracteur acheté en crédit. Le paysan est un prolétaire qui s'ignore. Le micro-entrepreneur est un prolétaire qui s'ignore. Le petit artisan plombier qui bosse comme un malade est un prolétaire. Est prolétaire, nous dit Marx, celui dont la vie est confisquée et qui est assujetti à l'usine globale de la mondialisation, du cosmopolitisme de la marchandise. Le premier à avoir théorisé le cosmopolitisme de la marchandise, c'est Marx en 1848. Donc, vous avez toute une série de gens qui vous parlent aujourd'hui de l'hyperclasse. Ça ne veut rien dire, l'hyperclasse. Ça n'existe pas, l'hyperclasse. Il y a une classe capitaliste du cosmopolitisme de la bourgeoisie et toute l'humanité est asservie. Donc, qu'est-ce que c'est que les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, c'est le prolétariat du cosmopolitisme de la marchandise qui d'un seul coup dit « mais plus rien ne m'appartient ». Le paysan n'est plus un paysan. L'artisan n'est plus un artisan. L'ouvrier n'est plus un ouvrier. Tout le monde est devenu esclave de l'usine globale. Alors vous avez des tas de gens qui ne comprennent pas le devenir objectif de l'histoire, qui courent après l'histoire derrière et qui voudraient refonder des communautés de France traditionnelle. Mais la France traditionnelle est morte. Elle ne reviendra jamais. Elle est morte. Si je me bats contre le cosmopolitisme de la marchandise, je ne dois pas me battre derrière pour faire ressurgir quelque chose qui ne reviendra jamais. Je dois me battre devant, loin devant, pour comprendre que s'il y a une crise bancaire mondiale, ce n'est pas parce qu'elle est mal gérée par les banquiers, c'est parce qu'il y a des lois que le groupe Marx-Engels a positionnées, la loi de la baisse du taux de profit, et toutes ces compréhensions-là qui font que je suis au bout. Le monde capitaliste va s'effondrer. Et le monde capitaliste, c'est Moscou,
c'est Berlin, c'est Paris, c'est Washington. Vous avez tout aujourd'hui, toute une série de gens qui n'ont aucune compréhension historique, qui sont agités parce que Poutine, ça les excite, c'est mieux que Biden. Mais c'est la même merde. Qu'est-ce que Poutine? C'est un Biden en retard. Plus la Russie va se moderniser, plus elle va devenir bideniser. En 1956, le prolétariat révolutionnaire de Budapest s'est levé dans ses conseils ouvriers pour abolir l'État, abolir la marchandise, abolir le salariat, et que Moscou, Londres, Paris, Washington se sont mis d'accord pour dire aux chars russes écraser ce prolétariat malséant. Donc, si vous voulez, il y a des luttes de classe internes à la classe capitaliste. Aujourd'hui, entre l'OTAN et la Russie, il y a des luttes en Ukraine. Mais on s'en fout, ça ne change pas notre vie d'esclave. Ce qui est décisif, c'est que demain, quand dans toutes les usines, dans toutes les campagnes, le prolétariat va se monter à la barricade de vérité radicale pour dire « nous voulons retrouver la vraie vie », toutes les capitales du capital se mettront ensemble pour l'écraser, comme en Hongrie 56. Alors, justement, Monsieur Cousin, bon, juste pour placer un petit peu l'épure de notre conversation, pour les auditeurs qui ne sont pas familiers de Monsieur Cousin, moi je connais, mais c'est un torrent. Alors effectivement, une fois qu'il est lancé, c'est difficile de l'arrêter, mais il est vrai que il y a quand même quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous formalisez là, c'est que, vous avez en revenant sur la pensée de Marx, on a bien compris, il y a quelque chose de très déterministe. Vous l'avez dit, ça sert à rien de courir après, puisque de toute façon c'est mort, on ne court pas après des cadavres, et ce qui est plié, comme le dit l'adage, l'histoire ne repasse pas les plats. Bon, très bien. Mais, juste avant de revenir sur les gilets jaunes, il y a juste ce petit point que j'aimerais voir avec vous. C'est que, comment, d'après vous, vous allez, je suppose, je présuppose plus ou moins la réponse, mais j'aimerais juste savoir si justement il est impossible de restaurer quoi que ce soit, mettons la politique pour les gens qui seraient un petit peu nostalgiques éventuellement, ou en tout cas qui seraient un petit peu réactionnaires compte tenu du monde dans lequel on est aujourd'hui, ou d'autres qui, de l'autre côté de l'échiquier politique, diraient plutôt non, 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 il faut modifier l'économie, il faut être proudhonien, il faut quelque chose de plus humain, etc., etc. Pour vous, quoi qu'il arrive, on ne court pas après des morts, on ne court pas après des cadavres, on ne cherche pas à restaurer la merde, comme vous le diriez. Donc aujourd'hui, finalement, c'est plutôt une question qu'on pose en fin d'entretien, mais je la pose tout de suite. Comme ça, après, on parlera d'autres choses, mais qui seront liées. Finalement, que faire? Parce que si je vous écoute, tout est plié, quoi. C'est fini, c'est foutu, Non, c'est mort. ah, surtout Donc, pas, comment surtout faire? pas. Quoi faire? Tout est plié pour les nostalgistes, impuissants et incultes. Mhm. Rien n'est plié pour les hommes de la jouissance, de la radicalité et de la critique. Si vous voulez, aujourd'hui, l'œuvre de Marx, qui est donc aux antipodes de la gauche du capital, aux antipodes du capitalisme d'État soviétique, aux antipodes de la social-démocratie, est réalisée. Marx a écrit en 1868 la cybernétique du capital, le LGBTiste, l'écriture inclusive, toutes les contemporanéités pathologiques de l'homme réifié. De l'homme réifié. Par Tout homme ce qui réifié, c'est homme transformé en objet, hein, on est bien d'accord. Ouais. mais bien sûr, Mhm. mais Marx le prévoit en 1868. À l'époque de la manif pour tous, le mariage homosexualiste, je me baladais je me baladais à l'école militaire où il y avait les manifs et je discutais avec les manifestants. Mais je leur disais, mais vous êtes des abrutis. Vous voulez que votre fille passe un diplôme d'avocat d'affaires. Vous voulez que votre fils soit un bon ingénieur informaticien. Donc vous voulez qu'il réussisse dans l'argent. Mais vous ne voulez pas de la PMA et de la GPA. Vous n'avez rien compris. Vous ne comprenez pas que tout est totalité. Si j'ai l'argent, j'ai tout le résultat de l'argent. Donc vous avez plein de nabos droitistes identitaires. Oh, quelle horreur, le mariage pour tous. Mais je suis très content. Ma fille, elle est à HEC. C'est que les gens sont scissionnés dans une bêtise et une inculture radicale. Ils ne comprennent pas que le tout appelle le tout et que le tout produit le tout. La réification d'aujourd'hui, qui fait que nos enfants, nos petits-enfants, vont être dégénérés de la réification marchande. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas un raté, c'est une production logique.
C'est une production logique. Mais cette production logique, elle ne vient pas de la révolution de 1789. La révolution de 1789, elle vient du baptême de Clovis. Il y a dans la formation féodale traditionnelle quelque chose qui combine la rente foncière, la rente commerciale, la rente pré-industrielle. Et dans un temps où la rente argent est subreptice, incertaine, incomplète, la monarchie la contrôle. Mais la monarchie la contrôle parce qu'elle croit pouvoir la contrôler. Mais à un moment donné va surgir dans ces temps baroques qui deviennent des temps classiques, la monarchie absolue. Mais qu'est-ce que la monarchie absolue? C'est une combinatoire entre la bourgeoisie et l'État royal pour casser la féodalité, mais qui est contenue dans la féodalité d'avant. Donc, euh, moi, si vous voulez, je suis pas sectaire. Quand j'avais 15 ans, je vendais à la gare Montparnasse des journaux anarchistes parce que j'étais pas encore devenu un homme du groupe Marx Engels de la perspective communiste. À droite, j'avais un mec de lutte ouvrière. À gauche, j'avais un facho de l'œuvre française. Derrière, j'avais un mec de l'humanité nouvelle maoïste. Et j'allais voir tout le monde et je disais, on échange nos journaux. C'est-à-dire que moi, je discute toujours avec tout le monde. Depuis que je suis tout petit, je suis rentré dans le sas de l'histoire quand j'avais 15 ans. Je vendais mes journaux à la gare Montparnasse ou au métro Luxembourg. Je voyais un Mao, un facho, un mec d'Action française, un Trotsko. Mais je vais parler à tout le monde parce que je ne suis pas prisonnier de la schizophrénie mégapolitaine du capital. J'ai compris tout petit que c'est dans la rencontre avec l'autre, quel que soit l'autre, qu'on avance, qu'on brasse le temps de l'histoire, le devenir de l'intelligence, la substance de l'émerveillement. Donc, je, 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 je connais tout du maoïsme, je connais tout du trotskisme, je connais tout du fascisme, je connais tout du royalisme. Quand j'avais 16-17 ans, j'allais à la librairie anarchiste, qui était la librairie de la rue Ternaux, j'allais à la librairie de Maliarakis, rue de l'abbé Grégoire, j'allais à la librairie trotskiste, la Brèche, qui était à Bastille, je lisais tout. Je lisais les textes de la Phalange, je lisais les textes de Trotsky et de la quatrième internationale, je lisais Bakounine, je me mettais à Marx, j'ai tout lu. Et un jour, j'ai eu une librairie. Un jour, j'ai eu une librairie. Et dans ma librairie, il y avait Marx, Mussolini, Barès, il y avait Mein Kampf, il y avait tous les textes de Mao, il y avait tous les textes de Marx, il y avait tous les textes de Rosa Luxembourg. J'avais une librairie où l'intégralité de la pensée politique était là. N'importe qui pouvait rentrer là-dedans, il y avait tout. Et j'ai toujours vécu ma vie comme ça, sans censure, parce que le texte de Marx de 1842, c'est à bas la censure. Le texte de Rosa Luxembourg en 1918, avant qu'elle soit assassinée par la social-démocratie, c'est à bas toute censure. Et j'ai toujours vécu dans l'abolition de la censure. Et Simone Veil, qui était en Espagne en 1937, qui n'était pas de gauche, j'écoute des émissions, des fois on nous dit oh, Orwell et Simone Veil étaient de gauche. Ils n'étaient pas de gauche, ils étaient dans le troisième camp. Pendant la guerre d'Espagne, il y a le camp républicain, il y a le camp franquiste. Et il y a un troisième camp qui est celui du prolétariat révolutionnaire qui dit « Abat Franco, abat la République ». Simone Veil, elle était dans la colonne d'Urruti. Elle était dans ce troisième camp révolutionnaire. Mais Simone Veil, c'est une femme d'intelligence. Elle est capable d'avoir une amitié avec Gustave Thibon, qui est Action française. Mmh. Et si vous voulez, l'homme d'intelligence n'a pas d'ennemi. L'homme d'intelligence n'a pas d'ennemi. Et moi, je me souviens qu'à un moment donné, quand j'ai eu 16-17 ans, je me suis dit, tu ne recouvreras jamais l'affiche d'un adversaire. C'est-à-dire que quand je collais une affiche, je collais l'affiche à côté de mon adversaire, qu'il soit facho, Mao, Trotsko. La personne qui passe dans la rue, je fais appel à son intelligence. Mais alors, Monsieur Cousin, ouais, là-dessus, tout à fait d'accord. D'ailleurs, ceux qui sont nos auditeurs le savent bien, et comme on l'a dit en préambule de notre conversation, nous donnons la parole, nous, à des gens intelligents. Là, les couleurs politiques, etc., finalement, c'est assez secondaire. Mais quand même, moi, il y a quelque chose qui me... Ouais, c'est au niveau du concept. C'est un petit peu ce que j'ai suggéré avec ma précédente question, mais je la repose d'une autre façon. Est-ce que, puisque par exemple,
Vous nous disiez que certains s'arrêtent ou se fourvoient ou se trompent en allant dans des chemins de traverse qui consistent à dire, bon bah oui, mais il y a quelque chose de l'ordre du messianisme, il y a quelque chose de l'ordre de l'ingénierie sociale. Mais et on pourrait dire finalement, chacun a un petit peu sa petite marotte, quoi, chacun a un petit peu sa grille d'analyse. Vous, on pourrait aussi vous dire, mais très bien, monsieur Cousin, vous avez aussi votre grille d'analyse déterministe qui consiste à dire, bon bah, Marx a dit ça, alors je fais exprès, hein, là je surligne la chose, hein. Ouais. Marx a dit ça, voilà ce que dit Debord, voilà ce que dit un tel, donc c'est comme ça et on ne pourra pas sortir de ces ornières. Finalement, bon, c'est le propre de l'être humain aussi, chacun a un petit peu ses propres lunettes et on analyse l'histoire, on analyse les événements en fonction de nos lunettes, c'est tout à fait, je comprends tout à fait et c'est normal quelque part. Mais est-ce que justement c'est là où on pourrait penser que ça... Bah, peut-être que oui, c'est un petit peu facile, voilà, chacun a sa réponse. D'aucuns vont dire, je fais exprès de mettre les pieds dans le plat en prenant justement les étiquettes. D'aucuns vont dire, voilà, tous nos problèmes viennent, je ne sais pas moi, allez, on va dire vision religieuse des choses, bon, bah vient de certaines communautés, qui type, bah voilà, ce sont les juifs qui posent problème, d'autres, ça seront les immigrés qui posent problème, d'autres, ça sera autre chose, etc., le capital, la bourse, d'autres, ça sera l'ingénierie sociale. Bon, bref. Tout ce que je veux dire, c'est comment essayer de sortir, puisque précisément vous êtes attaché à la philosophie, comment essayer de sortir bah, de cette logique qui serait appréciée par René Girard, par exemple, qui est cette logique de toujours chercher un bouc émissaire. Finalement, quand on y réfléchit, a aussi ses limites, quelle que soit l'option qu'on prend. Alors, le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut déjà poser un point de départ qui est celui de la compréhension historique. Mhm, La droite ne comprend rien à l'histoire. La gauche ne comprend rien à l'histoire. Quand en 1789 surgit la révolution capitaliste, il y a la droite qui va gérer la marchandise en préservant l'avant-marchandise. La séparation autour du veto royal dans l'Assemblée entre la droite et la gauche, c'est que la droite dit j'accepte le monde nouveau, mais je fais tout pour préserver le monde ancien. Et il y a la gauche qui dit j'accepte le monde ancien et je fais tout pour j'accepte le monde nouveau, plus exactement, mais je fais tout pour liquider le monde ancien. Et aujourd'hui, il n'y a plus de monde ancien. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que le capital est foncièrement de gauche. Le mhm. capital est de gauche par essence. Qu'est-ce que le capital? C'est le progressisme totalitaire de la marchandise interminable. Donc la gauche est un laboratoire d'expérimentation, pour dire ça La comme ça. gauche de la marchandise est le laboratoire d'expérimentation de la marchandise. Mais la droite ne revient jamais sur le travail de la gauche. Mhm. Quand C'est la ce qu'on reproche tout gauche, le temps à la quand la droite, gauche, finalement, c'est de courir en permanence après la gauche. C'est ce qu'on lui reproche en permanence. exactement. Mhm, C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un homme de droite respectable? C'est un homme c'est un homme qui est reconnu par la gauche. mhm. Puis à côté de ça, vous avez plein de mecs qui sont déphasés chronologiquement, qui n'ont pas compris les séquences de l'ordonnancement logique et qui maintiennent des schémas de perception de droite qui n'ont plus lieu d'être et qui n'auront plus jamais lieu d'être. C'est-à-dire que on a aujourd'hui peut-être plusieurs milliers de gens qui pensent à l'ancienne France. Mais c'est fini, elle ne reviendra jamais. Et je connais des gens de droite extrême où la fille avorte, où le mec se shoot. C'est fini, tout est mensonge. Même dans les milieux de droite tradis, on avorte, il y a des partouzes, il y a de la drogue, tout est mensonge. Le mensonge s'est emparé du monde. Mhm. La fameuse Et, expression de Debord, oui. et bien sûr, Mhm. mais alors, le problème, si vous voulez, c'est que le messianisme, l'ingénierie sociale, le Covid, si je parle là-dessus comme un segment particulier, je ne vais rien comprendre. Il faut que je le rattache au tout des forces productives de l'aliénation mondiale. Vous avez des spécialistes de l'ingénierie sociale, vous avez des spécialistes du messianisme, vous avez des spécialistes du Covid. Mais ils ne pigent rien à la totalité qui organise ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le développement du capital produit une ingénierie sociale de la marchandise? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il produit le Covid du mensonge de la marchandise? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a la guerre ukrainiste du mensonge de la marchandise? Si je n'ai pas une compréhension globale de la marchandise, j'ai des explications partielles qui ne comprennent rien au mouvement global
qui organise tout ça. Parce que le Covid et l'Ukraine, l'ingénierie sociale, le messianisme, tout ça, c'est la valeur d'échange. C'est la valeur d'échange. Je redis souvent, la Révolution française n'est pas le produit de la franc-maçonnerie. La Révolution française est le produit de la valeur d'échange qui produit la franc-maçonnerie. Il n'y a pas de franc-maçonnerie sous Clovis. La franc-maçonnerie, c'est la révolution des territoires, de la rente foncière, de la rente commerciale, de la rente pré-industrielle, qui fait qu'à un moment donné, toutes les élites du progrès de la marchandise se retrouvent dans un parti qui s'appelle la loge maçonnique. Mais ce n'est pas la loge maçonnique qui crée 1789. C'est le mouvement historique qui conduit à 1789 qui amène le pouvoir. Monseigneur de Lassus n'a rien compris. Il a compris l'écume des choses, comme Baruel, comme Cochin, mais il ne comprend pas que c'est la valeur d'échange. Et Marx, dans la question juive, a déjà prévu Vatican II. Vatican II, ce n'est pas un raté. Berdoglio n'est pas devenu un ambassadeur arc-en-ciel de la marchandise totalitaire parce qu'il y a des trahisons successives. Il accomplit la destination du pouvoir totalitaire du capitalisme obligatoire. Alors, à propos Donc, si vous voulez, allez-y. aujourd'hui, il y a deux solutions. Oui. Ou je suis un clown qui n'a aucune signification, qui ne sert à rien, et je m'accroche à des fétiches du passé qui de toute façon sont morts, ou je comprends pourquoi tout ça a eu lieu. Et tout ça a eu lieu parce que grâce au groupe Marx Engels, je comprends la révolution néolithique. Dans la révolution néolithique, il y a Wall Street. Tout était contenu d'emblée dans la révolution néolithique, qui a produit la décomposition du mode de production féodal, qui a produit la révolution capitaliste de 1789 et qui a produit Bilderberg, qui a produit tous les réseaux du Foreign Affairs, etc., le cosmopolitisme de la marchandise. Et aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde. Davos, ce sont des larbins d'écriture. Les gens vous disent à Davos, il y a les maîtres du monde. Mais c'est des employés de bureau. Marx nous a fait comprendre que ces gens-là sont des larbins d'écriture. Macron est le valet du Pentagone. Mais il est le valet du Pentagone parce qu'à un moment donné, dans le développement de l'histoire de ce qu'est le capitalisme et de ce que j'explique dans le voyage au bout de la fin du capital, cette idée que la France peut encore maintenir une prépondérance impériale à travers l'Iran, à travers la Syrie, à travers le nucléaire, à travers tous ces développements stratégiques de l'ère De Gaulle-Pompidou, sont complètement invalidés par le développement du capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une guerre à mort entre le capitalisme américain et la France et la Russie et Berlin. Parce que la hantise du capitalisme américain, c'est la renaissance de Rapallo. Et si je vous dis Rapallo, 80% des gens ne connaissent même pas ce qu'est Rapallo, le traité de Rapallo. Or, toute l'histoire de la géopolitique contemporaine de la valeur d'échange, c'est Rapallo. Quand De Gaulle et Adenauer mettent en marche ce traité franco-allemand pour créer une nouvelle Europe alliée à la Russie, la technologie européenne, les ressources de la Russie, tout le travail de l'impérialisme américain, c'est de bousiller ça. Mais tout ça, c'est dans les textes géostratégiques du groupe Marx Engels. Mais les gens n'ont rien lu de Marx et de Engels. Marx et Engels sont les auteurs les plus cités, mais les moins lus. Personne n'a lu, personne n'a travaillé. Ni ceux qui s'en réclament, ni ceux qui les condamnent. Donc aujourd'hui, on est au niveau ultime de l'ignorance. On est au niveau ultime de la non-compréhension historique et tout le monde parle de n'importe quoi, mais personne ne lit rien. Alors je ne sais pas si les gens qui suivent vos audios lisent, mais on lit de moins en moins. Les gens, moi j'avais 15 ans, à l'école, on faisait du latin, on faisait du grec, on connaissait l'histoire, on avançait. Aujourd'hui, plus personne fait du latin, plus personne fait du grec, et si nous, à notre époque, on lisait 3 bouquins par semaine, aujourd'hui, on lit un bouquin tous les 6 mois. Donc on va sur des vidéos et on ne vérifie rien.
Mais effectivement, vous avez raison de le préciser, et ça je vous l'assure, pour connaître quand même beaucoup de nos auditeurs, nous misons sur la qualité plutôt que la quantité, et nous avons des auditeurs qui lisent, et justement, ils s'intéressent à beaucoup de choses différentes. Mais moi, il y a un point, bah, vous avez commencé à l'évoquer, bah, allons-y là-dessus, et puis on parlera du coronavirus plus tard. Mais à propos de l'Ukraine, précisément. Alors, on va rentrer dans les choses, on va rentrer dans l'écume. Je sais que c'est pas forcément quelque chose que vous appréciez, mais tant pis, faisons-le quand même. À propos de la guerre en Ukraine, vous parliez du traité de Rapallo, donc le rapprochement entre, enfin, ce rapprochement tant redouté par l'Amérique qui consisterait à rapprocher l'Europe de la Russie. Bon, est-ce que depuis la crise ukrainienne qui est venue en remplacer une autre, puisqu'on parlait du coronavirus, donc depuis la crise ukrainienne, donc c'est un déluge d'informations, de contre-informations, enfin de signaux très contradictoires, puis de propagande aussi, hein, qu'elle soit pro-russe, qu'elle soit pro-ukrainienne, etc. Est-ce que nous avons affaire avec cette crise ukrainienne qui commence à durer dans le temps et vraiment, oui, on ne sait plus vraiment s'il y aura une fin à tout ça, mais est-ce que tout ça n'est pas un énième vernis eh ben, de cette crise terminale dont vous parlez très souvent? Alors, si vous voulez, bon, il y a, il y a- il y a deux choses. Mm. Il y a la crise objective du capital. Donc, la crise objective du capital, c'est quelque chose de très compliqué et les gens qui n'ont rien lu, ils peuvent rien y comprendre. Marx, alors je rappelle que quand on dit Marx, c'est pas Marx, c'est le groupe Marx Engels. C'est-à-dire que Marx n'invente rien. Marx n'invente rien. Le groupe Marx Engels dit nous rendons compte des luttes de classe objectives du mouvement réel pour l'émancipation de l'humanité. Euh, dans la féodalité, vous avez constamment des luttes paysannes radicales contre l'Église, contre l'État, contre la bourgeoisie. Vous avez des émeutes sous Louis XIII, au moment de la Fronde, vous avez des émeutes gigantesques dans le Périgord. La différence entre le temps oriental de la soumission infinie et le temps européen du logos grec, c'est justement le fait qu'il y a en Europe, parce qu'il y a eu le déchiré de la propriété privée, une temporalité de lutte de classe radicale. Si vous allez chez les Incas, si vous allez chez les Mayas, si vous allez en Afrique, si vous allez dans tous les territoires arabo-musulmans, en Chine ou en Inde, vous avez ce que Marx a défini, c'est le mode de production orientale. C'est-à-dire que quand on est sorti du paléolithique, on a construit des communautés étatiques et para-étatiques de propriété collective qui ont immobilisé le village dans une subordination interminable. En Inde, en Chine, on a une propriété étatique collective qui est déterminée par l'État et rien n'a bougé en 5 ou 6 siècles. Alors, les dynasties bougent, mais ce que Marx nous dit, c'est que le socle social ne bouge pas. Si vous analysez l'histoire du Maroc, entre les Almohades et les Almoravides, il y a des luttes internes pour transformer la soumission, pour transformer le privilège d'État, mais il n'y a pas de lutte radicale. Sous Saint-Louis, vous avez des croisades nobiliaires et vous avez des croisades paysannes radicales. Les gens disent le message radical du Christ, les communs, nous voulons la propriété communiste. À bas l'Église, à bas l'État, à bas le roi, vive le royaume du Christ sur terre. Il n'y a qu'en Europe qu'on a connu ça, cette sédimentation subversive radicale qui nous amène à la révolution de 1789, et à la révolution de 1789. La gauche est un culte, mais la droite est un culte. Les massacres de Vendée, qui fait la critique radicale des massacres de Vendée? C'est C'est Babeuf, Babeuf. le père du communisme, le manifeste communiste avant celui de Marx, il y a celui de Babeuf. Et Babeuf, contrairement à Charette, contrairement à Stofflet, contrairement à tous les généraux vendéens qui n'ont rien compris, comprend, parce qu'il a une analyse de classe, que le populicide vendéen, c'est quelque chose de nouveau, c'est le massacre industriel du trop-plein. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors vous avez les abrutis de la France insoumise qui sont complètement incultes dans leur robespierriste capitaliste qui disent ah non, 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 le film Charette, non, non, c'est insupportable, c'est insupportable. Et puis vous avez tous les clowns du Puy du Fou qui disent ah ce film est sublime, ce film est sublime. Mais alors ils savent peut-être
que c'est Babeuf qui a écrit le Populicide. Mais Babeuf a écrit le Populicide parce qu'il a écrit le Manifeste des égaux. C'est parce que Babeuf avait une sève radicale de critique subversive totale qu'il a compris le Populicide. La marquise de la Roche-Jacquelin, elle se dit, il y a des gens, ils nous tuent, ah, c'est vraiment dégueulasse, ils nous tuent. Mais elle ne comprend rien à la logique de l'histoire. C'est Babeuf qui comprend la dialectique historique de la nécessité déterministe du populicide. Donc, si vous voulez, tout se tient. Et quand le groupe Marx Engels produit le manifeste communiste, ce n'est pas sorti de la tête de Marx et d'Engels. Ça renvoie au Moyen-Âge, ça renvoie à toutes les luttes paysannes, et c'est une lutte radicale pour abolir l'argent, l'État, le salariat et la marchandise. Et de la même manière que Calvin se réclame du Christ pour complètement vider le manifeste radical du Christ, la social-démocratie et le bolchevisme se réclament de Marx pour vider Marx de sa substance. Quel rapport entre Jésus et Calvin? Il y a un rapport très simple. Calvin parle du Christ pour faire dire au Christ le contraire de ce que dit le Christ. Donc les gens qui font parler Marx aujourd'hui disent le contraire de ce que dit Marx, on est d'accord. Mais personne ne l'a lu. Non, parce que tout le monde parle de Marx, tout le monde en parle. Dans ma vie, j'ai rencontré 4 personnes ou 5 qui avaient lu Marx. Et personne ne l'a lu. Est-ce que vous connaissez autour de gens? Alors, moi, j'ai lu tout Marx, ça fait 20 ans que je le lis, mais j'ai lu les frères Lehmann, j'ai lu Monseigneur de Lassus, j'ai lu l'intégralité des textes de la tradition catholique. Bon, j'avais un prof de grec qui s'appelait l'abbé Bayot, qui était membre de la fraternité. Et nous parlions en grec tous les deux. Il savait que j'étais communiste révolutionnaire, je savais qu'il était tradi, mais on se respectait, on s'aimait, et on parlait en radicalité dans une vraie culture. Mais tout ça a disparu. Les gens parlent de Marx sans l'avoir lu. Les gens, mais même les gens qui parlent de Barrès ou de Maurras l'ont pas lu, plus rien ne lit rien. Mais moi, j'ai lu tout Barrès, j'ai lu Monseigneur de Lassus, j'ai lu les frères Lehmann, et j'ai lu tout Hegel, et j'ai lu tout Marx, parce que je suis humble. Quand j'avais 15 ans, je me suis dit, tu la fermes. Tu parleras quand tu te seras équipé. Et pendant des années et des années, je me suis équipé. Et j'ai tout lu. Mais j'ai tout lu pas parce que j'ai un gros cerveau. J'ai tout lu parce que j'ai du désir, parce que j'ai de la sensation, parce que j'ai de l'émerveillement et que je veux comprendre le devenir du monde. Et donc, le groupe Marx-Engels, c'est pas Monsieur Marx et Monsieur Engels, c'est toutes ces luttes de la paysannerie et du monde ouvrier qui sont théorisées dans la Ligue des communistes, qui est anticapitaliste d'État, qui est anti-trotskiste, qui est anti-léniniste, qui est anti-social-démocrate. Et donc, à partir de là, on comprend le monde. Le Covid, les Gilets jaunes, Vatican II, la PMA, la GPA, la décomposition sociale. Les gens de gauche ne comprennent rien, ils récitent le moulin à prière du progressisme de la marchandise. Mais Marx, dans le Capital en 1868, dans le livre premier, 7e section, chapitre 25, il explique le féminisme de la marchandise. Il explique le grand remplacement. C'est pas Renaud Camus qui a inventé l'expression de grand remplacement. On va reparler du grand remplacement, oui, on en reparlera. C'est Charles Marx, dans le Capital en 1868, qui dans le livre premier, 7e section, chapitre 25, dit « Au fur et à mesure que le capital se développe, il a besoin d'une main-d'œuvre de réserve, et cette main-d'œuvre de réserve, c'est les immigrés. Et dans un deuxième temps, c'est les femmes. On va mettre les femmes au travail, et on va créer des flux capitalistes néo-malthusiens, avortement chimique, contraception chimique, PMA, GPA, tout ça est chez Marx. Les droitistes critiquent la dévoration du capital en courant après, parce que ça leur tombe dessus, il n'y a pas eu de prévision, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien vu venir. Marx nous a tout légué en 1868. La PMA, la GPA, l'immigration, l'armée de réserve. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a une dialectique de l'histoire. Il y a quelqu'un qui s'appelle Hegel, qui refait le tracé de toute l'histoire du pensée humain au moment où la Révolution française a lieu. Et Hegel nous dit, voilà enfin pourquoi maintenant, en 1789, tout ce qu'il y a eu avant prend forme, et
tout est en train de se solidifier dans une modernité dont nous pouvons discerner avec prévision tous les méandres. Et Marx et Hegel, à travers les groupes radicaux de la Première Internationale, reprennent tout ça et produisent les Grundrisse et le Capital en nous disant, non pas voilà ce qu'est le capital, voilà ce qu'il sera en 2030. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Alors, tout est lutte de classe. Il y a deux luttes de classe. Attendez, juste une seconde. Si je vous comprends bien, il y a même une lutte de classe, par exemple, parce qu'on parlait de l'Ukraine quand même au départ. Hein. Est-ce qu'il y a même une lutte de classe dans ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Puisque si je suis toute cette logique, bah, l'Ukraine, c'est un énième épisode bah, oui, de toute cette lutte permanente. Très bien, mais alors en ce moment-là, et je sais bien, je retombe moi dans mes travers journalistiques, mais bon, tant pis. Je n'analyse les choses que d'un point de vue de l'écume, mais comment dans ces cas-là analyser le phénomène, en tout cas l'événement guerre en Ukraine? Mais bon, j'ai bien compris, vous allez me dire, il faut aller plus loin. Mais là, en 2023, comment voyez-vous juste par rapport à ce phénomène, on pourrait dire la même chose, c'est pour ça que j'avais parlé des gilets jaunes en premier, puis il faudra aussi parler du coronavirus, mais juste avoir juste quelques clés qui restent sur l'événement, sur le phénomène en question, avant de partir effectivement peut-être aussi loin. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Alors si vous voulez, il y a deux luttes de classe. Il y a la lutte de classe entre le prolétariat et la classe capitaliste. La classe capitaliste, elle n'a aucun pouvoir. En domination réelle, c'est-à-dire depuis les années 1968-2000, elle est devenue simplement l'employé de bureau d'une structure qui s'appelle la cybernétique automate du capital. Monsieur Michelin, au 19e siècle, il gère son entreprise. C'est un bourgeois. Il gère son entreprise. Son entreprise lui appartient. Et Marx montre qu'à partir des années 1914 va surgir le capital par action. Et le capital par action est une structure anonyme et impersonnelle qui tue la bourgeoisie. La bourgeoisie disparaît au XXe siècle et on lui substitue une classe capitaliste qui ne détient pas les moyens de production, mais qui les gère. Et cette classe capitaliste qui gère les moyens de production, elle a de moins en moins de pouvoir, parce qu'à un moment donné, la valeur d'échange s'autonomise dans une schizophrénie, ce que Marx appelle l'usine globale, c'est-à-dire un truc qui ne répond plus à personne. C'est la loi de la valeur d'échange qui fonctionne de manière autonome, mais qui va se casser la gueule en fin de parcours. Mais en 1848, c'est le bourgeois qui dirige son entreprise. En 2000, c'est la société par action qui dirige ses employés de bureau. C'est-à-dire que quand les gens se réunissent à Davos, ils n'ont aucun pouvoir. C'est un lieu narcissique d'inquiétude pathologique qui essaye plus ou moins de comprendre ce qui est en train de passer. Mais ce n'est pas Davos qui décide du Covid, c'est le Covid qui se décide lui-même dans la cybernétique pathologique, et vous avez les clowns de Davos qui l'entérinent comme une nécessité stratégique du devenir du cosmopolitisme de la marchandise. Mais là, on est très très haut, parce que les gens qui n'ont pas lu Hegel, les gens qui n'ont pas lu Marx et qui n'ont pas lu Hegel ne comprennent rien. C'est-à-dire que les gens ont besoin de se dire, il y a dans des caves des gens qui décident. Dans des caves, il y a des gens qui décident. Non, c'est fini. Parce que le mode de production capitaliste, à partir de 14, il voit la structure financière liquide supplanter l'industrie. Avant 14, c'est l'industrie qui supplante le financier. À partir de 14, c'est le financier qui supplante l'industriel. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une loi universelle que personne ne connaît. C'est cette loi essentielle que Marx et Engels sont positionnés en 1857-1858, qui s'appelle la loi de la baisse du taux de profit, qui est la loi la plus importante du... C'est une loi. Qu'est-ce qui produit de la valeur dans le mode de production capitaliste? C'est la fatigue humaine exploitée. La fatigue humaine exploitée. Si je vous fais travailler dans une usine 4 heures et que je vous paye 2 heures, j'ai gagné 2 heures. Mais si je fais travailler une machine 4 heures, je paye 4 heures. L'usure de la machine n'est pas exploitable.
Je peux exploiter un homme parce que je ne rétribue pas tout ce qu'il fait. Une machine, à partir du moment où j'ai mis la clé, que ce soit de la révolution charbonnière, de la révolution électrique ou de la révolution Informatique. atomique, si elle bosse 4 heures, elle me coûte 4 heures. Mhm. Le capital n'a besoin que des hommes. La machine ne produit pas de valeur. Mais il a besoin de ces machines qui ne produisent pas de valeur parce qu'elles permettent d'intensifier la productivité du travail, de la valeur humaine exploitée. Donc, seul l'humain produit de la valeur par son exploitation. La machine ne produit pas de valeur, mais la machine permet d'extirper plus de valeur. Donc, il y a cette contradiction dialectique qui fait que plus le capital avance, plus il se robotise. La robotisation ne produit pas de valeur, mais elle permet d'extirper davantage de valeur dans la fatigue humaine. Et à un moment donné, dans cette combinaison gigantesque, il y a une contradiction dialectique entre le taux de profit et la masse du taux de profit. Le capital a un taux de profit qui ne cesse de baisser depuis 14, depuis 39, depuis 68, depuis 2018. Il le compense par la masse. Mais en le compensant par la masse, il sature le marché mondial. Et donc, en 68, c'est la crise de 68, la reconstruction est finie. Il n'y a pas eu la guerre de 14 parce qu'il y a du nationalisme. Il n'y a pas eu la guerre de 39-45 parce qu'il y a eu du nationalisme. Il y a la guerre parce qu'il y a le capital. À un moment donné, la machine-outil allemande supplante la machine-outil anglaise. À un moment donné, la flotte anglaise est supplantée par la flotte allemande. À un moment donné, ce que montre Rosa Luxembourg dans l'accumulation du capital, le train Berlin-Istanbul va au bassin pétrolier d'Irak. La Première Guerre mondiale, c'est pas parce qu'il y a le nationalisme, c'est parce qu'il y a une guerre à mort entre le développement du capital anglais et le développement du capital allemand. Et comme il y a une saturation du marché, il faut tout détruire pour repartir à zéro. Puis Donc en l'Ukraine, c'est 39, pareil. L'Ukraine, c'est pareil. C'est une saturation des marchés. Il faut repartir à zéro entre voilà. l'Est et l'Ouest. Mais aujourd'hui, on a un problème particulier. C'est qu'en 1945, l'impérialisme américain n'a pas simplement détruit ses adversaires, il les a vassalisés en les digérant dans une sphère de coprospérité factice, mais il les a asservis. Et alors, moi, je renvoie les auditeurs aux différents bouquins que j'ai écrits. J'ai passé toutes les années 70-80 dans les groupes ouvriers radicaux où j'étais, contre tous les mensonges médiatiques à expliquer non, les chars russes ne viendront jamais à Paris. Tous les clowns universitaires, tous les clowns péri-universitaires vous disaient la Troisième Guerre mondiale, ce sera la Russie contre les États-Unis. Puis un jour, la Russie a disparu. Mais la Russie n'a jamais été un adversaire des États-Unis. Il y a eu des guerres locales en Corée, il y a eu des guerres locales au Vietnam. Mais on en revient à Marx, à la composition organique de la technologie capitalistique. Il y a un conflit à mort entre la technologie capitalistique européenne et la technologie capitalistique américaine, mais pas la Russie. Quand la Russie arrive à Moscou en 1945, c'est grâce au convoi de Mourmansk et grâce au ravitaillement intensif américain avec des Jeeps et des Sherman. La Russie arrive à Berlin en 1945 parce que, à travers le crédit bail, l'impérialisme américain qui veut détruire l'Europe a fourni des millions et des millions de camions, de tanks et même du pétrole. Alors, les 20 millions de prolos russes qui sont morts, ça c'est la chair à canon, mais toute la technologie russe, elle est américaine. Et quand en 1945, les Américains récupèrent Von Braun, les Russes font la même chose avec ce qui reste des équipes, mais toute la guerre technologique du missile, elle est allemande, aussi bien pour les Américains que pour les Russes. Et le grand développement technologique de la France de Gaulle et de Pompidou, c'est l'ennemi à abattre. Donc le vrai ennemi des États-Unis, ça reste l'Europe, quoi qu'il arrive. Alors, donc, si vous voulez, il y a deux guerres de classe. Il y a la guerre de classe entre le prolétariat et le capital. En 1956, il y a un conflit entre la Russie, l'Angleterre, la France, mais dès que le prolétariat se manifeste, tout le monde est uni. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'une classe capitaliste? C'est une mafia. Nous sommes pour la solution à zéro État, partout.
En Palestine, on ne veut pas de mafia palestinienne contre la mafia sioniste. Abat toutes les mafias. Un État, tout État est pourriture. Tout État est pourriture. Abat tous les États. Donc, abat tous les États. Ceci dit, nous sommes des hommes d'intelligence. Même si nous sommes contre tous les États, nous analysons la géopolitique de la marchandise, comme le groupe Marx Engels nous l'a légué en transmission d'héritage, et nous faisons une analyse géopolitique parfaite. Parce que tous ceux qui font de la géopolitique font de la surface surfacière. Vous ne verrez jamais dans aucun site de géopolitique une analyse sur Rapallo. La guerre aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine n'est pas une guerre entre l'OTAN et la Russie. La Russie est archaïque. La Russie n'a pas de technologie de pointe. La Russie, c'est une gigantesque zone de ressources et qui est l'ennemi pour le Pentagone, parce que si elle s'alliait à Berlin et à Paris, ça deviendrait la grande zone mondiale hégémonique. C'est le traité de Rapallo. La Russie est archaïque. Elle a vécu 50 ans de capitalisme d'État bolchéviste et staliniste. Mais toute la technologie russe est importée. Le premier char russe, c'est un char Vickers. Les premiers moteurs de chars russes, c'est des chars BMW. La Kalachnikov, elle est la reproduction simplifiée d'un fusil mitrailleur allemand. C'est-à-dire que tout ce qui fait la structure militaire russe est copie. Vous voyez bien que depuis un an, ça patine. L'armée allemande, quand elle perce à Sedan, elle est à Paris en 30 jours. En 360 jours, l'armée russe n'a pas bougé. Et je dis toujours aux gens, analysez la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, ce n'est pas le Vietnam du Nord qui a pris Saïgon. Le Vietnam du Nord a pris Saïgon quand Nixon a dit c'est fini, ça nous coûte trop cher, on s'en va. Donc, en Ukraine, si l'armée russe avance, c'est parce qu'à un moment donné, dans une recomposition ultérieure, le Pentagone dira on a autre chose à faire. Mais la guerre, c'est une technologie du renseignement et de la guerre électronique. La Seconde Guerre mondiale s'est jouée autour de la machine Enigma. Dönitz pouvait envoyer tous les sous-marins qu'il voulait pour couler les convois anglais. À partir du moment où le MI6 et l'OSS avaient les trajets des sous-marins, c'était gagné. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'armée russe n'a pas la capacité technologique de faire reculer l'armée ukrainienne. Alors, il n'y a pas d'armée ukrainienne, hein. Il y a de la chair à canon ukrainienne, mais c'est des mercenaires anglo-saxons, c'est l'OTAN qui est en Ukraine. Et alors, la guerre en Ukraine n'est pas une guerre contre la Russie. C'est une guerre pour empêcher Paris et Berlin de s'allier à la Russie. C'est une prise d'otage. Les Américains n'ont aucune contradiction dialectique fondamentale du point de vue commercial ou industriel avec la Russie. Ce qui leur fait peur, c'est si la Russie s'allie à Paris, si la Russie s'allie à Berlin. Donc l'enjeu de la guerre ukrainienne, c'est pas la Russie, c'est de détruire l'économie européenne. Mais pourquoi détruire l'économie européenne? Parce qu'on est au bout de la saturation du marché mondial. C'est ce que j'explique dans Voyage au bout de la fin du capital. Le dollar est en train de s'effondrer. Toute l'économie mondiale est en train de s'effondrer. Le capital américain ne peut subsister que s'il écrase encore davantage Paris et Berlin. Paris et Berlin alliés à Moscou, c'est une puissance économique mondiale de premier plan. Il faut donc l'écraser. Alors, vous avez tous les clowns de surface qui vous disent « et la Chine, et la Chine, et la Chine ». La Chine est une création américaine organisée par le voyage Kissinger-Nixon en 1973 pour empêcher Rapallo. Après la révolution capitaliste culturelle, la Chine, c'est une décomposition totale en 1970. La Chine est moribonde. Mais imaginez-vous ce qu'est la France en 1970. Le chat veut acheter des centrales nucléaires. Il propose à Pompidou que Pompidou achète le pétrole en francs. Il y a la Syrie, il y a la Libye, il y a l'Irak. On construit aux Irak. C'est-à-dire que la France en 1973,
est une puissance mondiale. Aujourd'hui, c'est même plus une puissance provinciale. Mais cette puissance mondiale qui fait si peur à l'Amérique, parce que si elle s'allie à la Russie, elle ouvre le grand espace euro-asiatique de Rapallo, il faut la plomber au sud. Donc cette Chine qui est moribonde, Kissinger et Nixon y vont en lui disant on va te créer un capitalisme moderne. Et aujourd'hui, si vous analysez d'une manière extrêmement précise les relations commerciales entre la Chine et ses clients éventuels, c'est d'abord l'Amérique. L'Amérique a quitté le Vietnam. Mais est-ce que vous savez qui est le premier partenaire commercial du Vietnam? C'est l'Amérique. L'Amérique. C'est les États-Unis, oui, oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, il faut revenir à ce que nous disent Hegel et Marx, ne jamais prendre l'apparence pour la vérité. La vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences. Donc, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, la CIA soutient le FLN. Ça, c'est Puis la connu, ça, CIA maintenant. soutient l'OAS. Mhm. Donc faut comprendre tout ça. Mais tout ça, c'est déjà chez Marx, dans la dialectique contradictoire du fétichisme de la marchandise. Qu'est-ce que le fétichisme de la marchandise? C'est que tout s'inscrit à l'envers, en inversion, en indistinction. Donc les gens qui ne rentrent pas dans l'œuvre de Marx, en comprenant que c'est la critique radicale, la plus radicale qui ait jamais existé, parce qu'elle n'est pas sortie du cerveau de Marx, mais qu'elle est sortie du cerveau radical de ce mouvement collectif de lutte de classe, du prolétariat de la Commune de Paris et de toutes les révolutions qui ont eu lieu, ils ne comprennent rien, ils ne sont pas armés. Alors après, alors vous êtes pour Poutine ou vous êtes pour l'Ukraine? Mais on s'en branle, c'est deux gangs capitalistes. Le Kremlin, c'est de la merde. Zelensky, c'est de la merde. On fait une analyse de la réalité géopolitique, du mensonge de la marchandise, mais nous, on sait que pour le problème Ukraine-Russie, comme pour la Palestine, le Hamas, le Hezbollah, l'homme d'intelligence n'a qu'une perspective, la solution à zéro État. Tout État est pourriture. Unité de tous les hommes rassemblés dans un combat radical pour abolir tous les États et pour créer cette communauté universelle de vraie vie, sans salariat et sans argent, qui est le contraire du mondialisme étatique de la marchandise. En plus qu'on parlait de la Chine, effectivement, bon, quelles que soient les recompositions géopolitiques, les BRICS, etc. Bon, si j'ai bien compris, quoi qu'il arrive, ça ne changera pas grand-chose, puisque les États-Unis auront toujours un coup d'avance, en tout cas un coup à jouer, puisque comme vous l'avez expliqué, bon, bah, la Chine est finalement un faux ennemi de l'Amérique, quoi qu'il arrive. On est Bien sûr. d'accord. Hmm. Donc, est-ce que, une fois qu'on a dit tout ça, revenons également sur cet épisode du coronavirus, qui était quand même un épisode, enfin, un événement, plus qu'un événement, c'était carrément une phase, pour moi c'était une grande phase de test, un grand laboratoire mondial à ciel ouvert. Euh, et je tenais à en parler avec vous, puisque beaucoup de gens ont eu leurs commentaires, et comme vous l'avez dit là au début de l'entretien, beaucoup de gens ont eu chacun un petit peu leurs mots en fonction de leurs lunettes et de leur grille d'analyse. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a un petit peu de recul et que précisément on se rend compte que bon, tout ce que nous a sorti sur les vaccins, sur la nécessité de ne pas contaminer les autres, etc., qu'il fallait faire attention, porter le masque, blablabla, tout ça. Bon, et aujourd'hui, tout ça, on en revient un petit peu. Est-ce que, quoi qu'il arrive, moi je pense beaucoup à tous ces individus qui nous dirigent, à tous ces gens qui nous ont dit, bah, qui nous, en permanence, hein, nous ont envoyé des signaux contraires par rapport à tout ça. Est-ce que cet épisode du coronavirus, pour vous, un petit peu comme l'Ukraine, hein, est encore un vernis, encore un moyen à la fois, bon bah oui, ni plus ni moins, de façon tout à fait prosaïque, de façon tout à fait évidente pour les laboratoires de faire de l'argent, parce que c'était aussi une belle opération commerciale, et aussi un moment de dressage généralisé des populations. Et puis, comme le dit si bien l'adage, bah, après tout, on met une pièce dans la machine, dans le distributeur de Coca-Cola, puis tant que je gagne, je joue. Bon, bah, est-ce que c'était un peu ça, ce coronavirus? Alors non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Très bien. Vous venez de me sortir les deux lieux communs les plus répandus sur Mhm, un, Big Pharma veut faire mhm, de l'argent, et mhm. deux, il faut dresser les gens. C'était le but. Oui, oui, ok. Mhm, Non, mais non, c'est pas ça. mhm. Non, 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 mais Si, c'était le propos de ma question. Mais, donc, si allez-y, vous allez-y. voulez, si j'ai pas compris Marx
et que je ne comprends pas que le capital est en train de mourir, je ne Mhm. comprends rien au vaccin Mhm. et je ne comprends rien à tout ce qui en résulte. Mhm. C'est la baisse du taux de profit. Alors, j'ai expliqué très court, mais que les gens partent sur le voyage au bout de la fin du capital, où c'est expliqué de manière plus précise. Euh, à un moment donné, si vous voulez, ce qui est très marrant, c'est que les gauchistes comme les droitistes sont prisonniers du même opuscule. Les gauchistes disent, ben, il y a des milliardaires, ils peuvent payer. Donc pour eux, il n'y a pas de crise. Et puis de l'autre côté, vous avez les droitistes qui vous disent, ah ben oui, on a voulu dresser les gens. Et pourquoi on veut les dresser en 2022 et pas en 1976? Parce qu'en 1976, il n'y a pas la crise ultime du capital dans une saturation du marché mondial qui est complètement irréfragable. En 2008, le capital est venu nous dire, pour la première fois de son histoire, depuis la révolution néolithique. Alors, la révolution néolithique, c'est le mouvement du pré-capital. Le capital surgit dans les cités italiennes commerciales du XIIIe siècle. Mais les taux d'intérêt ont toujours porté en anticipation de plus-value sur une reproduction dynamique de la valorisation. Et en 2018, en conclusion de la crise de 2008, les taux d'intérêt négatifs. Mais les taux d'intérêt négatifs, ce n'est pas les banquiers qui deviennent fous. Vous avez des commentaires économiques de platitude infinie qui vous expliquent que les banquiers sont nuls, ils font marcher la planche à billets. C'est-à-dire qu'il y a une crise parce que les banquiers sont nuls qui font marcher la planche à billets. C'est-à-dire que c'est toujours un problème subjectiviste. Non, il y a une crise objective parce qu'il y a un mode de production qui n'arrive pas à reproduire la valorisation de sa production. En 2018, les taux d'intérêt négatifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la première fois de son histoire, comme Marx l'a prévu dans le livre 3 du Capital, il y a, au terme de la dématérialisation monétaire, parce que vous avez toute une série de gens qui voudraient qu'on revienne à l'étalon or. Marx nous a expliqué que l'étalon or, c'est fini. L'étalon or, c'était pour une production qui était relativement liée à l'industrie réelle d'une économie réelle. Mais on n'a pas créé une économie fictive parce qu'il y a des gens qui veulent créer une économie fictive. On a créé une économie fictive parce que la production illimitée du capital produit une saturation du marché qui nécessite des anticipations de plus-value et le crédit chimérique. Marx, dans le livre 3 du Capital et le livre 4, parle du crédit chimérique. Toute cette folie de 2008-2018, elle est prévue dans le Capital. Alors, pour autant qu'on le lise, pour autant qu'on le lise. Et donc, en 2018, les taux d'intérêt négatifs font que l'économie ne peut plus fonctionner. Et Marx nous dit, à ce moment-là, mise en jachère. Mise en jachère. Mais on ne va pas dire aux gens, tout s'arrête, parce que tout s'arrête. Le capital va créer, dans sa structure fétichiste spectaculaire de la marchandise, le coronavirus. On n'a pas créé le coronavirus dans les années 2018-2020 comme ça. On aurait pu le faire en 1980, mais on n'en avait pas besoin en 1980. Le capital ne crée que ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Donc, le mensonge mondial du coronavirus, c'est parce que d'un seul coup, l'économie ne peut plus marcher. Vous avez des hangars où il y a des millions et des millions de voitures. On ne peut plus les vendre. Et le coronavirus, c'est pas Washington. C'est Washington, Moscou, la Chine. C'est tous les gangs capitalistes qui sont là, unifiés avec leurs vaccins, avec leurs masques. Que ce soit Poutine, que ce soit la classe capitaliste chinoise, tout le monde, le mensonge mondial du coronavirus est mensonge mondial. Il est ni américain, ni européen. Il est chinois, il est indien. Alors après, les gens vont diversifier la manière dont ils vont moduler le truc. Mais pourquoi? Parce que la production ne peut plus produire. Donc, on ne décide pas de contrôler les gens en 2022 parce qu'il y a l'ingénierie sociale aurait décrété un calendrier. Alors, on va décréter l'ingénierie sociale. Je suis infecté de gens sur l'ingénierie sociale, Mais Marx nous a montré que ça n'existe pas, l'ingénierie sociale. C'est l'ingénierie sociale de la marchandise en crise. Il n'y a pas d'ingénierie sociale sous Philippe le Bel. Il n'y a pas d'ingénierie sociale sous Clémenceau.
L'ingénierie sociale, ce n'est pas un truc pathologique publicitaire américain qui naît au XXe siècle. C'est la marchandise qui crée l'ingénierie sociale, du dressage social. Donc, le coronavirus, c'est parce qu'il y a une baisse du taux de profit qui produit une saturation du marché mondial et qui fait que rien ne peut redémarrer. L'urgence climatique, le mensonge du CO2, le mensonge du réchauffisme, c'est main dans la main avec le problème du Covid. Terroriser les prolétariats pour qu'ils ne bougent plus, dans une angoisse pathologique parce que l'économie ne peut plus redémarrer. Pendant des siècles, il y avait une spontanéité du capital qui produisait des technologies nouvelles. Aujourd'hui, on est dans le capitalisme d'État le plus absolu. C'est le capitalisme qui vous dit il n'y aura plus de moteurs thermiques, il y aura des moteurs électriques. Mais pourquoi ? Il n'y a pas un mensonge d'urgence climatique simplement pour terroriser la population, enfermer les gens dans cette angoisse de l'extinction. C'est que plus rien ne peut redémarrer industriellement sur des bases classiques, puisque la saturation du marché mondial est telle que maintenant, on va vous obliger à acheter une voiture électrique. Mais si je ne comprends pas la baisse du taux de profit, si je ne comprends pas ce que Marx a positionné dans le livre 2, le livre 3, mais je ne comprends pas la révolution électrique du capital et les éoliennes. Donc la crise climatique que nous vivons aujourd'hui, c'est l'instauration d'un nouveau marché, hein, si je vous suis, Bien l'instauration sûr. d'un nouveau marché plus vert, plus écolo. Voilà, on fait du greenwashing, Alors quoi. je vous renvoie, alors, sur le site de Guerre de classe, il y a très très longtemps qu'on a publié les textes de Marcel Leroux, qui était un des plus grands climatologues, qui expliquait que tout ça était pipeau. Mais alors ce qui est fantastique, c'est que aujourd'hui les glaciers fondent. Les glaciers fondent. Mais si je vais avec ma loupe sous les territoires où les glaciers ont fondu, je retrouve euh, des traces de villages romains de l'Antiquité tardive ou de l'époque capétienne. C'est-à-dire que l'optimum médiéval dont a parlé le roi Ladurie dans l'histoire du climat depuis l'âge de l'an 1000, c'est-à-dire qu'il faisait encore plus chaud entre 900 et 1000 que maintenant. Mais si vous voulez, on mesure l'imposture du capital à l'interdiction du débat. Quand Pierre Guillaume a réédité Racinier, interdiction. Il n'y a pas de débat sur le réchauffisme. Il n'y a pas de débat sur le coronavirus. Vous avez une obligation capitaliste, et ce que Marx montre dans son texte de 1842, il y a une obligation à réciter le narratif totalitaire de la démocratie de la valeur d'échange. Dès lors qu'un débat est interdit, ça signifie que derrière, il y a le faux omniprésent. Moi, j'ai des correspondants qui me parlent des éoliennes, les vaches deviennent folles, il y a des micro-ondes qui se baladent, les gens dorment plus, il y a des cancers. Il y a des cancers, il y a des cancers d'enfance qui surgissent dans ces zones-là. Tout est faux. Toute vérité officielle du capital est faux par essence. C'est toujours un mensonge sur tous les sujets. C'est la fiole de Colin Powell. Dès que le capital me dit que quelque chose est vrai, ça signifie que c'est faux. Vous dites d'ailleurs à un moment C'est l'immanence de la marchandise. dans du spectacle fétichiste de la marchandise mondiale, vous avez une formule que j'aime bien, vous dites le spectacle totalitaire de la marchandise en tant que surveillance numérique universalisée, on l'a vu, hein, la surveillance numérique, a donc accouché naturellement du coronavirus, qui est l'accoutrement sournois d'un marasme économique faramineux que la dictature démocratique du capitalisme universel essaye désespérément d'escamoter et d'amoindrir par l'injection désespérée de nouveaux milliards, de nouvelles fausses monnaies. Le mot injection, d'ailleurs, je pense, n'a pas été pris au hasard. Est-ce que y aurait-il pas, pour vous, vous l'avez un peu évoqué, juste un petit mot là-dessus, c'est un mot, alors là on en entend, on en a fait des tartines et des tartines, c'est le fameux mot complot, puisque là, moi je vous écoute, je prends n'importe qui dans la rue, je passe un petit extrait de ce que vous venez de dire à propos du coronavirus, etc., des éoliennes, ou que sais-je, pour dire, oula, mais c'est du complotisme ça. Et est-ce que justement le complotisme n'est pas un moyen pour éviter tout débat? Alors, si vous voulez, Marx nous a appris que l'histoire est pleine de complots. Mais ce ne sont pas les complots qui font l'histoire. C'est l'histoire qui fait les complots.
un jour, aux ides de mars, Jules César va en assemblée plénière du Sénat. Et toute une camarilla de sénateurs, par rapport aux enjeux de transformation de la République romaine vers l'Empire, tue César. César est bien tué. Il y a bien eu un complot qui a tué César. Mais ce complot n'a pas d'autonomie. Les sénateurs qui ont décidé de tuer César, ils l'ont tué à ce moment-là, pas un an avant ou un an après. Il y a une détermination historique qui fait que la passion des hommes vient se cristalliser dans un moment historique qui est effectivement nécessité. L'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. On est dans une redéfinition de l'espace géopolitique européen, les Pays-Bas espagnols, le conflit entre la couronne de France et la couronne espagnole. Henri IV, à ce moment-là, a décidé de s'opposer aux menées stratégiques espagnoles. Il y a bien un complot, il y a bien un complot. On sait aujourd'hui, à travers toute une série de travaux sur Montmorency, sur Marie de Médicis, etc., qu'il n'a pas été tué par hasard. Il y a bien eu un complot, mais ce complot vient acter le devenir de l'histoire. Les tours du 11 septembre, il y a bien eu des services qui, dans l'ombre, ont organisé le truc, mais ce n'est pas eux qui ont décidé. Ils ne font qu'acter une décision qui est liée au développement de la valeur d'échange. Quand Aldo Moro est assassiné par les brigades rouges étatiques de l'État profond italien, qui est complètement cornaqué par le Gladio et l'OTAN, c'est bien un complot. On va tuer Aldo Moro. Mais on le tue parce que Aldo Moro, à ce moment-là, veut que l'Italie s'autonomise de l'OTAN et retrouve une politique qu'on pourrait qualifier de mise en perspective de Rapallo. Si vous voulez, on a liquidé De Gaulle au référendum de 69 parce qu'il fallait empêcher Rapallo, et on a assassiné Aldo Moro parce qu'il fallait empêcher Rapallo. De la même manière qu'on a zigouillé Pasolini, parce que Pasolini travaillait sur tous les sujets qui renvoyaient à toute une série d'assassinats entre l'OTAN, la mafia. Action directe, action directe. Alors, tous les pingouins idiots croient que Action Directe ont décidé un jour de tuer le général Audran et puis Georges Hobès. Mais le général Audran, il avait un emploi du temps qui était totalement fixé et clandestin. Qui a donné à Action Directe l'emploi du temps du général Audran pour dire ce soir il sera là, vous pouvez le flinguer. On sait très bien que dans les arcanes de la géopolitique de la valeur d'échange, de tout ce que Debord a travaillé sur le secret dans les commentaires sur la société du spectacle et qui renvoie à tous les textes stratégiques qu'avait positionné Marx, on sait très bien qu'on a le Mossad et l'OTAN, le Gladio, au cœur de l'État français. Donc, on a assassiné le général Audran et Georges Hobès parce qu'ils représentaient la filière nucléaire française. Dans ce moment où se mettait en marche un Rapallo avec la Syrie et avec l'Irak, et qu'il fallait tuer la filière nucléaire française. Et on sait aujourd'hui à quel point on a voulu tuer la filière nucléaire française. Mais si vous voulez, tout est lié. Donc, l'histoire est pleine de complots, mais les complots n'ont pas d'autonomie. Ils viennent exprimer le devenir conflictuel de la géopolitique de la valeur d'échange. Alors justement, en parlant de complot, ça c'est un point que je voulais évoquer avec vous et on en a beaucoup parlé. En tout cas, c'est quelque chose qui ressort pas mal depuis quelques temps, notamment parce qu'un candidat à la présidentielle en avait fait la colonne vertébrale de son programme. C'est le fameux grand remplacement, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et effectivement, le mot remplacement n'a pas été inventé par Renaud Camus, hein, il est déjà évoqué par Karl Marx. Et, et justement, aujourd'hui, le grand remplacement pour beaucoup, alors ça y est, ça saute aux yeux pour certains qui décident enfin d'ouvrir les yeux, pour d'autres, c'est toujours un complot d'extrême turbo méga droite. Comment vous, justement, à travers ce que dit Marx, comment vous analysez donc, cette logique de grand remplacement? Et aussi, et surtout, puisque tout à l'heure vous avez parlé donc, de temps européen et de temps oriental, n'aurait-il pas quelque chose, en tout cas une notion identitaire dans l'analyse de Marx, dans le sens où celui-ci fait bien un distinguo entre les peuples européens et les autres, et explique bien qu'il y a une particularité européenne, donc quelque chose d'assez marqué d'un point de vue identitaire.
Alors, si vous voulez, pour comprendre le grand remplacement, et alors je précise qu'effectivement, le premier à l'avoir désigné comme tel, c'est Karl Marx en 1868. Parce que Marx, quand il le désigne en 1868, il le désigne d'un point de vue radical, objectif, avec toute une phénoménologie. C'est pas simplement Renaud Camus qui nous dit ah bah oui, dans le métro, il y a de plus en plus de gens nouveaux. Parce que Renaud Camus est complètement réactionnaire. Si le monde était plein de blancs abrutis, ça lui irait très bien. Le problème, je veux dire qu'il y a des sociétés de blancs complètement abrutis et qui sont complètement contre-révolutionnaires. Donc le problème, c'est pas est-ce que tu es blanc, est-ce que tu es gris, est-ce que tu es bleu, est-ce que tu es jaune, c'est est-ce que tu es capable de subversion, est-ce que tu es capable de radicalité. Le problème du remplacement, alors y a tout un débat entre Marx et Malthus. Malthus croit que c'est la démographie qui fait l'histoire des modes de production. Et Marx fait une critique radicale du malthusianisme en lui disant, mais non, il n'y a pas de loi de population. Chaque mode de production a sa loi de population et c'est le devenir du mode de production par lequel l'homme se reproduit en tant qu'homme en se produisant tel qu'il se produit qui fait le mode de production. Et donc, euh, je vous ai dit tout à l'heure, la lutte des classes, elle a deux sens. La lutte des classes, c'est tous les gangsters étatiques du monde qui s'opposent pour effectivement ponctionner le plus de plus-value possible. C'est-à-dire qu'il y a une lutte de classe à l'échelle mondiale entre les gangsters américains, les gangsters russes, les gangsters chinois, les gangsters japonais, qui sont tous des pourris étatiques et que nous récusons, puisque notre solution, elle est à zéro État. Entre les gangsters de Tel Aviv et les gangsters du Hamas, abat la pourriture du capital, vive la révolution sociale, abat tous les États. Mais même si on est contre tous les États, on comprend comment s'agence le devenir des conflictualités entre tous les États. Quand nous parlons de Rapallo, quand nous parlons de ce danger gigantesque pour l'impérialisme américain, que surgisse un impérialisme euro-asiatique structuré sur les ressources russes et sur la capacité technologique de Berlin et de Paris. C'est bien une lutte de classe. C'est une lutte de classe entre dominants. Euh, Washington ne veut pas que Paris et Berlin s'autonomisent, sortent de l'Europe bruxelliste de Jean Monnet et créent une puissance militaire, industrielle et commerciale appuyée sur la Russie. Ça, ça a du sens à l'époque de Pompidou. Ça a du sens sous l'époque de De Gaulle. Ça en a beaucoup moins sous l'époque de Giscard. Puis sous l'époque de Mitterrand, ça se dissout et ça se dissout. Plus la population nouvelle des transplantations du remplacement telle qu'elle est posée par Marx a lieu, plus l'homogénéité culturelle d'une compréhension géostratégique, d'une identité, d'une culture se dissout. Si je fais aujourd'hui la cartographie des cuisines françaises, la bouillabaisse, il n'y a pas que de l'eau. Il y a éventuellement du ricard et du vin blanc. Le bourguignon, il y a du vin. Le petit salé, il y a du porc. À partir du moment où l'ordre américain recrute de manière intensive dans les banlieues pour créer une unité culturelle différente et qu'il considère que l'islam est un enjeu radical pour lui de déstructuration de l'ordre européen, on voit bien que dans le cadre du conflit entre l'Europe et les États-Unis, plus l'Europe se déeuropéise dans sa langue, dans sa cuisine, dans ses modes d'être, plus Rapallo s'éloigne. Parce que on est. Regardez les actualités des années 70, Pompidou, Mesmer, le Shah d'Iran, Cadarache, le nucléaire, les autoroutes. On a une communauté française aliénée, c'est la communauté aliénée, mais c'est une communauté qui fait sens et qui dérange l'Amérique. Oui, mais Donc, attendez, juste ce remplacement à la fois culturel, parce que j'ai bien compris, il s'agit pour vous, vous voyez d'abord avant tout le remplacement culturel avant le remplacement ethnique, j'ai bien compris, mais ce remplacement, il est lié, il est lié, oui, il est il est lié, lié. mais il a aussi lieu aux États-Unis, ce remplacement-là. Et bien sûr, Donc en fait, ça voudrait bien dire, et c'est là où effectivement on voit quand même une cohérence dans l'analyse de Marx sur le grand remplacement, sur ce remplacement en tout cas, qui soit autant culturel qu'ethnique, de toute façon c'est les deux, c'est que en détruisant des unités ethnico-culturelles,
on arrive finalement à réifier l'être Oui, humain, et quel alors, que soit l'horizon ou la latitude, et puis à la fin des oui, fins, bah, tout le monde n'oubliez mangera du pas, McDo. Voilà. n'oubliez pas que les États-Unis n'ont pas d'histoire. Mhm. Si je suis français, si je suis italien, si je suis espagnol ou si je suis allemand, je bascule à Milan. Si je vis à Détroit ou à Chicago, puisqu'on a exterminé les Indiens, je bascule sur un vapeur qui est arrivé il y a un siècle. Donc, il n'y a pas, c'est ce que montre Marx, il n'y a pas de nation américaine. Il y a un agrégat de réussite sociale. Si vous vous baladez en Savoie, il y a une histoire, il y a une cuisine, il y a une identité. En Corse, en Gironde, dans les Landes, dans le Loiret, en Lorraine, en Picardie, c'est des communions de longue durée qui peuvent être réactionnaires, mais qui ont en même temps une histoire sociale de tumulte, de cuisine, d'émerveillement. Aux États-Unis, vous avez un drapeau qui s'est constitué sur un hangar de manufacture à la fin du 19e siècle autour de la liberté de s'enrichir et de produire. Donc, détruire l'ancien monde européen, et pour empêcher Rapallo une nécessité stratégique radicale pour le nouveau monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans les années 75, on allait dans un bistrot, on prenait un saucisson beurre et un verre de sylvaner, on n'allait pas au kebab ou au tacos. Mais le kebab ou le tacos, c'est pas simplement un détail, c'est une gigantesque déperdition. C'est beaucoup plus que ça. Alors ça, c'est le problème de la lutte de classe entre classes dominantes. Washington veut tuer la culture européenne qui a permis De Gaulle et Pompidou. Mais derrière, il y a quelque chose de plus fondamental qui est la lutte de classe. La lutte de classe contre toutes les classes capitalistes. Moi, quand j'avais 15 ans et que je distribuais un tract sur l'abolition du salariat, la Commune de Paris, la révolution communiste en disant « abat le bolchevisme, abat les pays de l'Est », ce tract, il imposait une culture, il imposait une réflexion. Si je vais aujourd'hui place de la République, entre les Kurdes, les Turcs, et que je distribue un tract sur la Commune de Paris, mais même syntaxiquement, mon tract, il ne peut pas passer. Et puis la baisse Donc, du niveau. faut vous rappeler qu'après mai 68, et la grande peur de la classe capitaliste, tous les membres du MEDEF, qui à l'époque s'appelait le CNPF, ont été visiter Pompidou en lui disant cette gigantesque, parce que le gauchisme de la marchandise à la Cohn-Bendit, c'est pas mai 68. C'est ce qui vient enfermer mai 68. Le Cohn-Bendit, il vous parle du gauchisme de la marchandise, il vous parle de la grève ouvrière radicale quand les prolétaires, en juin 68 à Montbéliard, prennent les armes et qu'il y a un affrontement de 2 jours entre les CRS et les ouvriers, mais sur une base radicale. C'est pas on veut mieux consommer. C'est pas on veut mieux consommer. C'est on veut retrouver notre vraie vie. Donc ça, il fallait le briser. Donc vous avez Bouygues, vous avez Renault, vous avez Peugeot, ils vont tous voir Pompidou en lui disant putain, 68, ça nous a sifflé aux oreilles. Grâce aux gauchistes et grâce au PCF et à la CGT, on a réussi à cadenasser le truc. Mais il se pourrait que ça revienne. Donc il faut absolument changer le prolétariat. Donc le remplacement, il a une connotation interclasse capitaliste. Washington veut empêcher qu'un jour il y ait une homogénéité culturelle européenne qui puisse comprendre que l'impérialisme américain est l'ennemi d'une histoire européenne. N'oubliez pas que les Américains n'ont gagné que grâce à Yorktown. Mhm. C'est la France qui a gagné à Yorktown contre l'Angleterre. Mais l'Angleterre nous l'a fait payer cher en nous imposant Mercel-Kébir. Donc il y a toujours cette volonté objective de détruire la France. Dans le cadre intercapitaliste, Washington-Paris. Mais derrière, il y a la volonté de faire disparaître à tout jamais la lutte de classe radicale, que plus jamais la commune ne revienne. Imaginez-vous distribuer un tract sur la commune de Paris à Roubaix. Et maintenant. Ça n'a aucun sens. Et Mhm. moi, j'étais avant de rejoindre les groupes radicaux qui se réclament de Marx et de la perspective communiste contre le bolchevisme et contre le capitalisme d'État, j'ai été très longtemps dans des groupes anarchistes. C'était des ouvriers italiens, c'était des ouvriers espagnols. On parlait de la lutte des classes et de l'abolition du salariat.
il n'y avait pas l'écriture inclusive, le LGBTisme, l'immigrationnisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout a changé. Un groupe anarchiste de 1975, il vous parle du prolétariat argentin, il vous parle de la lutte de classe, il fait une critique du féminisme en comprenant que c'est une imposture du capital, il n'est pas dans le LGBTisme, il n'est pas dans l'écriture inclusive, c'est-à-dire que le capital aujourd'hui a tout digéré. Donc faut comprendre tout ça. Alors, est-ce que ça sera ma dernière question, enfin mon avant-dernière, parce que j'en ai quand même une dernière sur laquelle j'aimerais conclure. Mon avant-dernière question, ça serait, mais dans ce cadre-là, si justement le capital a tout digéré, c'est ce que j'avais supposé tout à l'heure, enfin laisser supposer, c'est comment en sortir, poser la fameuse question, que faire, comment faire, uniquement Alors lire on n'en sort Marx, pas. ou comment faire? Il y a un point commun entre l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est la culture de l'avant-garde, qui est Mhm. une culture pathologique. C'est-à-dire qu'à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, il faut créer un appareil de prise de conscience qui va tirer les gens. C'est la non-compréhension de ce qu'est l'automouvement dialectique, tel que Hegel, Marx et Engels l'ont posé. En 68, les gens n'ont pas bougé parce qu'il y a des appareils qui les ont tirés. Ils ont bougé spontanément Comme les gilets jaunes. Comme les gilets comme jaunes. les Gilets Mhm. jaunes. Et la crise des retraites, c'était pas les syndicats qui tiraient les gens, c'était les gens qui arrivaient sur les préfectures, les sous-préfectures, et qui gonflaient les cortèges, mais ils en avaient rien à foutre. Moi, j'ai fait plusieurs manifs. Les gens n'avaient rien à foutre des syndicats. Ils allaient là où il y avait les syndicats parce qu'il y avait quelque chose là où il y avait les syndicats, mais il y avait une masse énorme d'anciens gilets jaunes, de nouveaux gilets jaunes. C'est-à-dire que les gens, les gens bougent parce que l'infrastructure émotionnelle de leur rapport quotidien à la vie est écrasée. Il y a un automouvement qui traverse la reproduction de leur existence. Et tous les grands mouvements révolutionnaires, 1848, 1871, 1968, c'est pas une horloge qui dit ah, allez-y les gars. Il y a une spontanéité dans le vécu qui fait qu'à un moment donné, ça devient insupportable. Et là, c'était insupportable et ça dépassait très très largement le problème des retraites. C'était une exaspération quasi ontologique contre le système, mais pas le système simplement Macron. Le système, c'est qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que vivre? Est-ce que vivre, c'est passer sa vie à bosser dans un boulot de merde, dans une incarnation narcissique de merde, pour faire des enfants dans une vie de merde? Non, c'est pas ça. Il y a une redéfinition ontologique qui est passée dans... Alors, le syndicalisme subventionné a écrasé le mouvement dans la recomposition institutionnelle et ces grèves perlées débiles où on appelait les gens tous les 8 jours, puis de l'autre côté, les black blocs du ministère de l'Intérieur qui créent une violence groupusculaire complètement délirante parce qu'il faut bien comprendre que les black blocs, les black bobos du capital, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est une milice. Moi, j'ai vu les Gilets jaunes arrêtés préventivement 2 jours avant on n'arrivait pas à la manif. Là, non seulement il n'y a pas d'arrestation préventive, mais on sait très bien. Bon, moi, je me suis retrouvé dans les années 75-80 dans la mouvance autonome. J'ai très bien vu l'indigence politique, l'ignardise théorique. Tout était infiltré par les flics. Tout ce qu'on a appelé les autonomes des années 70-80, c'était les flics. Et d'ailleurs, les chefs des autonomes, ils ont fini à attaque et dans des ministères. Et là, les black bobos, c'est la même chose. Il n'y a pas un prolo dans les black bobos. C'est tous les paumés de la mégapole capitaliste des couches moyennes. Et tout ça, c'est pour pas que les gens s'attaquent au salariat, on leur dit tout le monde déteste la police. Pour pas que les gens disent tout le monde déteste le cosmopolitisme de la marchandise, on va leur faire chanter une chanson tout le monde déteste la police. Donc c'est la diversion. Les syndicats vous enferment dans des cortèges funèbres qui ne vont nulle part. Et en haut, on vous plombe avec une violence délirante qui, au lieu de s'attaquer au rapport social, veut lyncher les individus. Donc, si vous voulez, tout est lié, mais rappelez-vous qu'entre février 48 et juin 48, il y a plusieurs mois. Qu'entre juin 48 et 1871, il y a plusieurs années. Là, le problème a été relativement étouffé et dilué, mais il est toujours là. C'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que les gilets jaunes vont revenir,
l'exaspération qui a été catalysée dans le mouvement des retraites va revenir. Et là, contre toutes les gauches, contre toutes les droites, contre toutes les extrêmes droites, contre toutes les extrêmes gauches, à un moment donné va jaillir cette conscience qu'il ne s'agit pas de changer de maître, qu'il ne s'agit pas de changer la politique, qu'il ne s'agit pas de changer l'économie, mais qu'il s'agit d'abolir toute cette merde pour créer une communauté humaine qui produit humainement. Les gens n'ont pas besoin de lire Marx et Engels pour savoir que quand le prolétariat en 1871 s'est manifesté dans le mouvement radical de la Commune de Paris, les gens, ils n'avaient pas lu, c'était leur trip. C'était leur trip. Et donc les tripes en conscience vont revenir. Et là, tout le monde sera balayé, les gauchistes, les droitistes, parce que la conscience des humains qui veulent vivre humainement va aller très très loin. Et elle va aller très très loin parce que malgré l'imposture de la révolution écologique électrique, le capital ne peut pas s'en sortir. Alors je ne peux pas en 2 minutes vous expliquer le voyage au bout de la fin du capital et pourquoi cette fois-là, c'est la crise terminale. C'est-à-dire que le capital a rencontré des crises de l'économie parce que l'économie se restructurait dans une unité supérieure. On a atteint le point où il n'y aura pas de restructuration supérieure. Il ne peut pas y avoir de restructuration supérieure. Et pourquoi? Mais pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on nous dit que ça va se casser la gueule, ça va se casser la gueule. On disait ça il y a 25 ans, puis il y a 10 ans, etc. Oui, mais Donc, ça, si vous voulez, c'était des envolées lyriques. mhm. Ça n'était assis sur rien en termes de travail méthodologique. Ce qui fait qu'à un moment donné, alors, je ne peux pas l'expliquer en 5 minutes, c'est compliqué, le capital est structuré sur une composition organique à partir de la baisse du taux de profit. Et à un moment donné, cette baisse du taux de profit atteint un point où elle ne peut plus reconduire une restructuration supérieure. C'est-à-dire qu'il y a eu la crise de 14 et la guerre de 14, il y a eu la crise de 39 et la guerre de 39. Là, je suis au bout d'une économie totalement chimérique, dans un crédit fantasmatique, avec un effondrement monétaire, un effondrement financier, parce que la monnaie, c'est pas simplement un moyen d'échanger de la valeur. La monnaie, c'est le moyen d'échanger la valeur du taux de profit. Et dans la mesure où il y a effectivement une contradiction gigantesque dans le taux de profit et la composition organique, ça fait 6 tomes dans Marx. Donc si les gens sont intéressés par ça et qui veulent comprendre le temps dans lequel ils vivent, faut qu'ils bossent. Faut qu'ils bossent. Parce qu'il y a des textes simples. Si je lis Monseigneur de Lassus, c'est facile. Si je lis Marx, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je ne peux pas comprendre la complexité du monde si je ne fais pas l'effort d'humilité de rentrer dans la complexité du monde. Marx a commencé le Capital en 1857 avec les Grundrisse et il l'a terminé fin 68. Il a mis 11 ans, non pas à expliquer le Capital du 19e siècle, parce que vous allez dans n'importe quelle université débile, vous avez toujours un mec abruti qui n'a jamais rien lu, il vous dit « Oh, ben Marx, il parle du Capital du 19e siècle. » C'est le contraire. Marx met en perspective le Capital du 22e siècle, en montrant qu'à un moment donné, il y a une ligne objective. Si vous voulez, à un moment donné, Carthage est morte. Mais la bataille de Zama, entre Scipion et Hannibal, c'est pas une défaite carthaginoise parce que Hannibal est nul. C'est parce que la rente commerciale de l'économie spécifique carthaginoise a accompli son destin et qu'elle a tué sa composition organique. Quand Rome tombe en 476, parce que Alaric prend Rome, c'est la fin de toute la rente foncière romaine qui a détruit sa composition organique. Quand en 1789, en France, et en 1648, la monarchie anglaise s'effondre, c'est parce que toute la composition organique de la féodalité anglaise et française tombe. Il y a des lois objectives de l'histoire. L'histoire, c'est pas alors les hommes courageux, c'est le Spartiate musclé. On va renverser la donnée de l'histoire. On ne renverse pas la donnée de l'histoire. En 1815, même s'il y a eu Austerlitz, il faut payer la note de Trafalgar. Et en 1815, malgré tout le génie napoléonien, c'est fini. En 1940, la percée de Sedan, la France est la première armée du monde, elle a créé la ligne Maginot, elle a des chars, elle a toute une opérationnalité stratégique, elle a même plus de chars que l'armée allemande. Simplement, elle est dans une vitalité où sa composition organique est morte dans la dette de la guerre de 14. Et donc la France a fini son circuit.
Donc il faut comprendre qu'il y a des moments historiques où les civilisations meurent, et là, on est au point où la dictature démocratique de la valeur d'échange a fini son cycle. Que les gens aillent lire Le Voyage au bout de la fin du Capital, ils comprendront ça. Faut du temps, faut lire, faut creuser, faut avoir un minimum de culture, Mm. faut comprendre tout ça, mais on est au bout, on est au bout. Donc, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus d'extrême gauche, il n'y a plus d'extrême droite, il y a l'humanité qui est toute nue face au fait que tout va s'effondrer. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On recompose une communauté humaine qui ne produit plus pour des besoins solvables, mais qui produit pour des besoins humains. On ne recommence pas la révolution néolithique avec du troc qui va produire de l'échange, et puis on va remettre en marche la machine infernale. On abolit l'argent. L'argent n'est pas un moyen d'échanger. L'argent est le moyen aliénatoire pour que les échanges entre les hommes soient bourrés d'exploitation et d'aliénation. Les gens vous disent, ah bah oui, l'argent, c'est pas bien si l'homme domine pas l'argent. L'argent, l'argent doit être un bon serviteur. Mais ça n'existe pas, ce truc-là. L'argent n'est jamais un serviteur. L'argent est le despote infini d'une puissance interminable. Mm. Alors, et ce sera ma dernière question, est-ce que dans ce basculement cyclique et dans le fait que ce capitalisme, de toute façon, quoi qu'il arrive, est condamné, y aurait-il aussi, puisque c'est un personnage, une figure à la fois historique, mais bien plus que ça, que vous avez déjà évoqué, est-ce qu'il n'y aurait pas nécessité, alors vous allez me dire, je cours peut-être après des chimères qui disparues, enfin, des chimères disparues ou qui disparaissent peut-être, mais est-ce qu'il n'y aurait pas nécessité pour la France, ou pour oui, les Français, pour les gens qui habitent ici, et pour d'autres Européens, de retrouver le sens du religieux? Je ne dis pas forcément de se tourner vers le Christ, après tout, pourquoi pas, hein, mais le sens du religieux, précisément là où le capitalisme a réussi, en réifiant l'homme, en transformant l'homme en objet, à transformer en fait notre nécessaire besoin de croire. Avant on avait le Christ, maintenant on a la marchandise. Est-ce qu'il y aurait peut-être nécessité, besoin pour les Européens de se tourner vers ça, ou est-ce que on ne court pas après des choses qui ont disparu? Alors, il y a deux Christ. Mhm. Et là encore, il est très difficile aux gens qui n'ont pas fait de grec de savoir ce qu'est le Christ. Parce qu'entre la traduction du grec vers le romain, vers le latin, et du latin vers le français, euh, il y a une édulcoration incroyable. Il y a deux Christ. Le Christ n'a pas fondé d'église. Il a fondé une ecclésia, c'est-à-dire une Une assemblée de assemblée. combat. Mhm. Et il n'est pas venu pour dire voilà, je fonde une église, il y aura des archevêques, des cardinaux, il y aura un pape. Le Christ, c'est une assemblée de combat qui vient rappeler la radicalité de l'être. Alors, le Christ est grec, il ne faut pas oublier que la Galilée est hellénisée. Le Christ, dans une Galilée grecque, vient poursuivre le cheminement du Logos. N'oubliez jamais l'évangile de Jean. En arché, en o Logos. Au principe de tout, il y a le Logos. Et à aucun moment, le Christ n'a fondé d'église. Que votre église soit byzantine ou catholique, luthérienne ou calviniste, elle est une imposture. Elle vient amoindrir, elle vient diminuer, elle vient retrancher, elle vient constamment, euh, elle vient modémiser le modème. Vous connaissez le modème? Les églises modémisent le Christ, elles le centrisent. Si vous lisez les évangiles dans la radicalité originelle première, le Christ n'a pas fondé une église, il vient dire aux êtres, aimez-vous en l'être de l'être. Point final. Récusez le royaume de la quantité marchande. Parce que vous avez des gens qui vous parlent du royaume de la quantité. Ça n'existe pas, la quantité. La quantité, c'est la quantité marchande. Le règne de la quantité n'existe pas. S'il n'y a pas de marchandises et de valeur d'échange, il n'y a pas de quantité. Donc il vient abolir le règne de la quantité pour nous mettre en perspective de l'ontologie radicale de l'amour de l'être. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout au long du Moyen Âge, contre l'Église officielle, contre l'État officiel, contre les bourgeoisies officielles, on a plein de communes insurrectionnelles paysannes, avec des jacqueries à l'infini qui disent mais vous vous foutez de la gueule du monde.
Le Christ est amour et le Christ est communion. Et si vous lisez l'Épître aux Corinthiens, et c'est le très grand texte de Engels sur les origines du communisme primitif, les premiers chrétiens vivent en communauté communiste contre le règne de la quantité. Et ils se foutent du pouvoir. Ils ne sont pas là pour modifier le pouvoir. Alors le problème, c'est que au moment où le judaïsme traditionnel était en train de sombrer, au moment où le paganisme traditionnel était en train de sombrer, on a récupéré, on a récupéré le texte du Christ en l'édulcorant pour fonder à la droite de l'empereur quelque chose qui pouvait régenter la police des âmes. Quand le paganisme s'écroule, Constantin, il n'a pas d'outils. Alors qu'est-ce qu'il fait, Constantin? Ben, il regarde à droite, il regarde à gauche, il se dit ben, la seule boutique que j'ai, c'est ça. Donc je vais complètement l'édulcorer et je vais en faire un truc institutionnel. Je vais aider à fonder une église de normalisation de la pensée et de normalisation des conduites. Mais alors le problème, c'est que la pensée du Christ est tellement radicale que même enfermée dans l'église byzantine ou dans l'église catholique, elle transpire. Donc la haine du capitalisme pour l'église catholique, c'est pas une haine de l'Église catholique. C'est là où les cathos tradis ont rien compris. Ils sont complètement inoffensifs. C'est pas le catholisme traditionnel qui fait peur au capital et la haine maçonnique de la valeur d'échange sur les cathos, c'est pas les cathos. C'est que la puissance du message, même complètement bousillée, modifiée, elle est là et elle est insupportable. Le Christ est insupportable pour la valeur d'échange. C'est ce que dit Engels dans les origines du christianisme primitif. Le Christ, c'est insupportable pour le développement de la valeur d'échange. C'est l'antithèse même. Donc il y a une haine pour le Christ qui est terrible, pas pour l'Église, mais comme l'Église l'a enfermé, elle est encore le support quelque part. Mais Marx avait très très bien compris Vatican II. C'est-à-dire que les pensées traditionnelles vous disent infiltration dans l'Église. Mais il n'y a pas d'infiltration dans l'Église. À partir du moment où l'Église, à la droite de Constantin, a pour fonction d'émasculer la radicalité révolutionnaire du Christ, dès le début, à la droite de Constantin, dans l'Église du début, il y a Vatican II. Et après, c'est un long travail qui va mettre des siècles. Mais à la fin, Vatican II, c'est contenu dès le début. Mhm. Bon, Donc retrouver le message révolutionnaire du Christ, retrouver la réalité objective du groupe Marx Engels contre toutes les églises, contre tous les bolchevismes, contre tous les maoïsmes, contre tous les trotskismes, contre tous les gauchismes, contre tous les droitismes, retrouver cette idée essentielle que nous devons abolir le règne de la quantité marchande pour faire surgissement à l'ontologie radicale de la verticalité de la qualité de l'être. Il y a entre le manifeste communiste et le sermon sur la montagne une unité dialectique radicale, l'homme et la qualité contre la quantité. Mais on ne peut pas co-gérer la quantité. Donc tous les imposteurs droitistes, néo-proudhoniens, qui veulent gérer la quantité et la qualité en même temps, c'est mort. La banque de Louis-Philippe, elle est déjà à droite de Philippe le Bel. Et elle est à droite de Philippe le Bel parce qu'elle est déjà à la gauche de Saint-Louis. Et elle est à la gauche de Saint-Louis parce qu'elle est déjà dans le petit camion qui suit Clovis. mhm. Il n'y a pas de raté dans l'histoire. Tout ce qu'il y a à la fin était contenu dans le début. Mais pour comprendre ça, il faut un effort de culture. Le problème des nostalgistes, c'est qu'ils sont anti-historiques. Ils regardent le monde d'avant en disant « Oh, qu'est-ce que c'était bien !» Puis ils regardent le monde d'après et ils disent « Oh, quelle horreur !» Mais ils n'ont pas compris que l'horreur, elle vient de ce qu'ils aimaient, parce qu'ils n'ont pas compris que dans ce qu'ils aimaient, il y avait déjà en sous-jacent ce qu'ils détestent. Mhm. Et oui, c'est toujours en fait la triste ironie de l'histoire, c'est que bien souvent les choses remontent à plus loin. Et si on idéalise trop, justement, bah, on est condamné à être déçu. Bah, en tout cas, Monsieur Cousin, on a été très loin. Moi, je le savais, hein, je vous connais un peu, donc je savais qu'on irait très loin, mais tant mieux. Merci beaucoup pour cet Écoutez, entretien. moi, ça m'a fait plaisir. Et puis, alors, je sais que vous êtes en relation avec une librairie. La librairie Les Deux Cités, oui, qu'on salue, qui Oui. sont des amis. Oui, Alors, oui. justement, alors, ce que je voulais conclure là-dessus,
un vrai communiste aime toutes les librairies. Donc, une librairie, ça ne s'attaque pas. Oui, bah là, effectivement, c'est parce qu'on les salue et d'ailleurs ils sont en permanence emmerdés, Exactement, mais c'est ce attaqués. que je Oui, voulais vous dire. oui. Moi, quand Mhm. j'avais 15 ans, Mhm. à la fin de la semaine, j'allais chez les bouquinistes, j'allais à la librairie de la Fédération anarchiste qui était rue Ternaux, j'allais à la librairie des groupes trotskistes qui était à Bastille, j'allais à l'Action française qui était rue Croix des Petits Champs, et j'allais rue de l'Abbé Grégoire dans une librairie d'extrême droite. Et je prenais des bouquins de partout. L'intelligence va partout. Et l'intelligence veut que partout puisse se vendre, puisse s'acheter, puisse se discuter. Au bout de l'horreur contemporaine de la schizophrénie mégapolitaine du capital, le mec qui lit Mussolini est incapable de lire Marx, le mec qui éventuellement feuillette un peu Rosa Luxembourg est incapable de lire Barès, ça produit des abrutis à tous les étages. L'homme d'intelligence lit tout. L'homme d'intelligence lit tout et il veut que tout puisse être lu. Et nous savons que nous devenons intelligents parce que nous sommes capables de parler à tout le monde. Voilà, donc ne vivons pas de façon hémiplégique. Et ça, c'est quelque chose que nous répétons aussi beaucoup sur nos ondes, hein. C'est bien de nous écouter, hein. Donc merci, chers auditeurs, de nous écouter, de nous soutenir, mais ça remplace pas la lecture. Et je rappelle donc du spectacle fétichiste de la marchandise mondiale et le sacrifice final, mais également le dernier, Voyage au bout de la fin du Capital, aux éditions Culture et Racine, donc vos deux derniers ouvrages. Et ça permettra aux auditeurs justement de creuser et puis d'aller après et encore éventuellement plus loin, de creuser, de lire Marx, Debord et d'autres. Voilà. Et ben, en tout cas, merci encore, monsieur Cousin, c'était Écoutez, très moi, sympa. je vous remercie encore et puis je salue tous vos auditeurs et je leur dis debout, toujours se tenir debout avec exigence, méthode et intelligence parce que les temps qui viennent seront des temps fondamentaux. Et voilà, et nous, comme on le dit toujours sur nos ondes, la vie commence toujours demain. Au les cœurs et à la prochaine.